Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus et si vous nous regardez via notre chaîne YouTube, vous voyez que comme à l'habitude, je suis accompagné par Marc-André Chaloux et aujourd'hui, Marc-André, on va y aller de notre avant-goût d'une des sections les plus relevées de la NFL. Je parle de la division ouest de l'AFC. Ici, on regarde le tableau de la saison dernière, donc le classement 2025. On se rend compte que les Broncos ont terminé au premier rang avec une fiche de 14-3. Ensuite, les Chargers de Los Angeles à 11-6. Les Chiefs de Kansas City à 6-11 au troisième rang et les Raiders de Las Vegas ont fermé la marche à 3-14. Didier, avant la saison 2025, Didier, les Chiefs avaient une fiche incroyable, hallucinante de 35-3 face aux rivaux de la division ouest de l'association américaine. Écoute, ça s'est gâté la saison dernière, mais c'était une domination, mais on a vu là, finalement que les Chiefs étaient humains. Moi, c'est ça qui m'a surpris. Là. On a vu un peu ce que les Chiefs, comme je le disais, pouvaient avoir l'air humain, connaître une moins bonne saison. J'ai hâte de voir ce que les Chiefs là, vont nous réserver là, cette saison-ci. Ouais, on a reçu plusieurs questions concernant les Chiefs de Kansas City à l'époque de la grosse machine rouge, lorsque Kansas City marquait plus de 30 points par match, à l'époque où Laurent Duvernay-Tardif, justement, bloquait pour Patrick Mahomes. Ça, c'est vraiment chose du passé. En tout cas, on va avoir l'occasion d'en parler en long, en large des Chiefs. On va commencer notre tour d'horizon de la division ouest de l'Association américaine avec l'équipe qui a terminé en dernière position. Elle a été récompensée parce qu'elle n'était pas juste en dernière position de la division, mais de la ligue au complet. Je parle bien sûr des Raiders avec leur fiche de 3-14, mais ils ont été récompensés avec le tout premier choix du repêchage. Mais avant de parler de Fernando Mendoza, on est allé d'un ménage du côté de Las Mm-hmm. Vegas. Alors, Pete Carroll a été congédié immédiatement après la saison régulière. Et on a embauché Clint Kubiak. On a dû être patient, Marc-André, avant d'embaucher Kubiak. On se souvient que Kubiak était coordinateur à l'attaque des Seahawks de Seattle, champion du Super Bowl. Donc, on a dû attendre après la rencontre afin d'annoncer officiellement qu'on avait notre homme et que c'était Kubiak. La belle du bal, hein, en plus, c'était Ouais. l'entraîneur-chef ou le candidat le plus convoité. On espère que ça ne sera pas Cendrillon, là, qu'à minuit, tout ça va se gâter pour Clint Kubiak, comme on dit. Mais écoute, Didier, on semble oublier que les Raiders ont amorcé la saison avec une fiche de 1-0, avec une victoire à Foxborough sur les finalistes du dernier Super Bowl, imagine-toi donc. Ça s'est gâté par la Ah, suite. Mais qu'est-ce la que victoire la est-ce que plus tu penses? inexplicable de la saison 2025. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Clint Kubiak? Évidemment, on fonde beaucoup d'espoir, spécialement en attaque. On dit que c'est un génie offensif. Est-ce que tu es du même avis que les experts, Didier? On va voir, c'est tout le temps ça. Je sais que c'est plate comme réponse de dire ben, on va voir, mais c'est ça, là, avec tous les entraîneurs-chefs qui ont ce poste-là pour la toute première fois, c'est toujours ça, là, tu sais, ma mentalité. Tu sais, on verra parce qu'il n'y a rien de l'emploi d'entraîneur, de coordinateur à l'attaque qui te prépare réellement à être entraîneur-chef. Tu sais, ce sont deux emplois complètement différents. On va voir, tu sais, j'ai hâte de voir ça, là, comment Kubiak va se comporter à titre d'entraîneur-chef. On est allé pour la jeunesse. Hein? Comparativement à l'année dernière, souviens-toi, lorsqu'on avait amené Pete Carroll, on se disait, ben, avec toute l'expérience que Carroll a, les Raiders devraient être compétitifs. Ben, c'est le contraire qui est arrivé. Là. Pete Carroll était complètement au bout du rouleau. Les Raiders semblaient être une des équipes, c'est pas l'équipe la plus désorganisée de toute la NFL. Alors moi, j'ai hâte de voir ça parce que Clint Kubiak, il a un bon CV en termes de travail avec les carrières. Généralement, les carrières on voit une amélioration au niveau de leur performance avec Kubiak lorsqu'il est en charge de l'attaque. Il nous a démontré également qu'il avait une bonne imagination en attaque, hein, avec une unité offensive des Seahawks de Seattle l'année dernière. Alors, c'est prometteur, mais encore une fois, il va répondre comment à l'adversité lorsqu'il va avoir des problèmes du côté des Raiders cette saison. Moi, c'est ce que j'ai hâte de voir, mais comme tu l'as dit, Clint Kubiak était la belle du bal. C'était le candidat le plus convoité de l'NFL. Les Raiders ont eu leur homme. Maintenant, est-ce que finalement ça va permettre aux Raiders de connaître du succès constant pour la première fois depuis 25 ans? Ça fait longtemps là, qu'on en arrache du côté des Raiders. C'est juste le temps qui va nous le dire. Ici, on regarde les départs et les arrivées du côté des Raiders. On a fait du bon boulot là, de la part de Tom Brady et du DG John Spytek. Si on regarde les départs, Geno Smith, qui n'a pas connu vraiment une saison à la hauteur à Las Vegas. On regarde Tyree Wilson également, qui est parti pour la Nouvelle-Orléans. Dylan Parham,
Alex Capps, entre autres, Devin White, pardon, oui, qui est rendu avec les Lions de Détroit. Et si on regarde les arrivées, écoute, on a sorti le chéquier du côté des Raiders. Il dit plus de 308 millions en contrat donnés à des joueurs autonomes. Mais écoute, Tyler Linderbaum, le joueur de centre, je pense que ça a été notre grosse signature. J'imagine que Tom Brady sait comment, justement, qu'un bon corps arrière doit avoir une bonne ligne à l'attaque. On a investi en Tyler Linderbaum, qui est le meilleur centre de la NFL, potentiellement. On a également signé Kirk Cousins. On va pouvoir prendre notre temps avec Fernando Mendoza. On a revampé beaucoup la défense aussi avec Nico Dean, provenant des Eagles, Quay Walker, entre autres, les Kwity Paye. Donc, on a fait des grosses additions là, et en défense et en attaque du côté des Raiders. Ouais, bon, on avait les moyens de le faire. Hein. C'est pas comme ça, on avait une équipe talentueuse, premièrement, mais également du côté de Vegas. Ça fait tellement longtemps que l'équipe est mauvaise. Mais si tu veux attirer des joueurs autonomes, des fois, tu n'as pas le choix de surpayer afin de sécuriser justement leur mise sous contrat. C'est ce qu'on a fait, puis c'était la chose à faire du côté des Raiders. Tu as mentionné la ligne à l'attaque, on se devait de l'améliorer. Oui, Geno Smith a vraiment connu une saison horrible l'année dernière, mais la ligne à attaque, Marc-André, tu sais, Geno Smith, à chaque recul de passe à peu près, il avait immédiatement quelqu'un dans le visage. Puis ça, c'est sans parler d'Ashton Genty qui, lui, ben, était incapable d'être productif parce que cette ligne à attaque-là ne créait pas de brèche. Je vois pas comment on pourrait pas être amélioré au niveau de cette unité, du 5 partant de la ligne offensive des Raiders avec l'arrivée de Linderbaum, d'autres changements également. Je vois pas comment on pourrait pas être amélioré comparativement à l'année dernière. Le bloqueur à gauche, Colton Miller, qui a arrêté une bonne portion de la saison dernière, est en santé. Il est de retour. Il me semble qu'on devrait juste être amélioré, du moins au niveau de la ligne à attaque du côté de Vegas. C'est 64 sacs alloués la saison dernière. C'était le pire total dans la NFL. Si on passe maintenant à l'attaque, Didier, attaque a marqué en moyenne un peu plus de 14 points par match. C'était bon pour le dernier rang. C'était pas bon pour le dernier rang de la NFL, 32e. Dernier pour les verges par match également à 245. Évidemment, on a reçu beaucoup de questions sur Fernando Mendoza. On va commencer avec celle de Isaac Courcelle sur Instagram qui nous demande: Salut les gars, continuez votre beau podcast. Merci Isaac. Est-ce que Fernando Mendoza sera le sauveur des Raiders? Ça, c'est une lourde tâche. Ouais, ben c'est pas juste un joueur au football qui devient le sauveur d'une concession. Tu sais, c'est pas comme au hockey ou au basketball. Lorsque tu mets la main sur un joueur de talent générationnel, ben là, immédiatement, tu sais, ça transforme ton équipe. Là, on a juste à passer à l'époque lorsque Sidney Crosby s'est joint aux Penguins de Pittsburgh. Si je remontais plus loin, lorsque Mario Lemieux s'est joint aux Penguins de Pittsburgh lorsqu'on l'avait repêché. Alors, c'est sûr qu'il va devoir être bien entouré, Fernando Mendoza, mais je pense qu'il a les aptitudes. C'est pas juste en termes de talent, mais également mentalement. Tu sais, c'est un joueur qui est Ouais. fort mentalement. Il a une certaine personnalité aussi. Mais là, écoute, on enregistre le podcast et puis hier soir, les Raiders ont joué leur premier match préparatoire. On a vu des belles choses à part de Mendoza. En fait, on a vu qu'est-ce qu'on avait vu l'année dernière lorsqu'il portait les couleurs des Hoosiers de l'Université d'Indiana. On a vu un carrière qui était très précis, il savait où aller avec le ballon. Moi, j'ai trouvé que ça a été encourageant comme performance à part de Mendoza. Et aussi son niveau de maturité, parce qu'il a commencé sa carrière universitaire à l'Université de la Californie. Après ça, il a transféré à Indiana. Et immédiatement, lorsqu'il est arrivé sur le campus des Hoosiers, ben, il est devenu le leader de l'équipe. Il a appris un nouveau système de jeu également. Donc, tout ça, ben, ce sont des choses qu'il doit répéter maintenant avec les Raiders. Puis, il l'a déjà fait dans les rangs universitaires. C'est sûr que ce n'est pas la NFL. Là. Il est côtoyé par ses coéquipiers qui sont des hommes. Il y a des joueurs qui ont des familles et tout. C'est très différent du football universitaire. Mais moi, je n'ai pas de raison de croire que Mendoza n'aura pas de succès, surtout si on prend notre temps afin de lui donner du temps de jeu avec la présence, bien sûr, de Kirk Cousins. C'est tellement là, tu as vraiment tout dit, là. Mature entre les deux oreilles. On a l'impression que ce gars-là, on ne le verra jamais impliqué dans un scandale au cours de sa carrière dans la NFL. Peut aussi se demander conseil à un gars comme Tom Brady. On voit un peu de Tom Brady là, en Fernando Mendoza. Je ne dis pas qu'il va battre tous les records, là, mais dans le sens, dans la façon de se comporter, dans la façon de gérer une attaque aussi, dans le leadership potentiellement aussi. Mais ça m'amène à te poser la question de Jason Briand, Jean-Baptiste sur Instagram qui nous demande: quel serait le meilleur moment pour donner du temps de jeu à Mendoza? Parce qu'on a signé Kirk Cousins. C'est évidemment, on va amorcer la saison avec Kirk Cousins. Moi, je pense qu'on va juste prendre le temps d'implanter ce qu'on veut implanter dans l'attaque de Clint Kubiak. Puis ensuite, on va peut-être voir Mendoza
en deuxième moitié de saison. Toi, t'en penses quoi? Ouais, c'est difficile de donner une réponse. Tout dépend du développement de Mendoza. Tu sais, il y a ça aussi, pas juste de son développement, mais de l'équipe. Tu sais, on vient de mentionner, on a parlé de la ligne à attaque. On croit qu'elle va être améliorée, mais si elle est aussi mauvaise que l'année dernière, puis je ne crois pas que ce sera le cas, là, mais on parle pour parler. Si jamais cette ligne-là est aussi mauvaise que l'année dernière, Marc-André, est-ce que tu te sentirais à l'aise de faire jouer Mendoza derrière cette ligne-là pour qu'il se fasse tabasser semaine Mhm. après semaine? Puis ça, c'est des plans pour qu'il perde sa confiance éventuellement. Donc, je pense pas. Donc, c'est ça, on va devoir évaluer l'environnement, pas juste Mendoza, mais l'environnement autour de lui. Est-ce que ça va lui permettre de connaître du succès ou non? Sinon, ben parfait, on fait jouer que Cousins, puis peut-être après 4, 5, 6, 7 matchs, peut-être après la mi-saison, ben là, finalement, on va donner du temps de jeu à Mendoza une fois qu'il sera plus acclimaté à la NFL. Mais écoute, le camp d'entraînement, on a juste joué un match préparatoire, mais encore une fois, moi, j'ai aimé qu'est-ce que j'ai vu de la part de Mendoza. Tu sais, puis il y a des gens qui pensent, tu sais, on a parlé de sa maturité, il y a des gens qui croient qu'il est déjà prêt là, à être partant immédiatement. Même si ça ne va pas bien pour les Raiders, il sera en mesure de survivre, de passer à travers de ça. Mais écoute, les Raiders ne vont pas participer aux éliminatoires cette année, donc il n'y a pas de raison d'être pressé. Même si il semble impressionné durant le camp d'entraînement, moi, j'irai avec Kirk Cousins pour commencer la saison, parce qu'une fois que la saison régulière va commencer, ça va être fort différent des matchs préparatoires. Alors, il va y avoir cette autre période d'ajustement pour Mendoza. Pourquoi pas prendre notre temps? C'est d'ailleurs ce que Tom Brady prône depuis qu'il est dans les médias. Lui dit qu'il trouve que les carrières obtiennent du temps de jeu trop rapidement. Alors, pourquoi pas prendre notre temps avec Mendoza? Le meilleur exemple, c'est Patrick Mahomes, qui a passé un an sur le banc avec les Chiefs. Puis on a vu ce que ça a Ouais. donné. Et Kirk Cousins, il ne faut pas oublier non plus, c'est quand même un corps compétent, là. Il a connu une bonne fin de saison avec les Falcons. Ça n'a pas été facile non plus par moment. Mais écoute, il gagnait des matchs de football aussi avec les Falcons en fin de saison. Donc, moi, je pense que c'est un bon vétéran qui peut venir justement là, épauler Mendoza, puis s'assurer que Mendoza est prêt et qu'il est dans les meilleures conditions pour amorcer là, son premier départ dans la NFL. On a reçu une question de David Plante sur Facebook. Il nous demande: Salut les gars, j'adore le podcast, lâchez pas, merci David. Selon vous, est-ce qu'on va avoir le vrai potentiel d'Ashton Genty cette année où la ligne à l'attaque des Raiders est encore trop mauvaise? On en a parlé un petit peu, Hmm. Didier. La saison de Ashton Genty, elle n'a vraiment pas été à la hauteur des attentes. Évidemment, elle a été déroutée par cette mauvaise ligne à l'attaque-là. On a parlé pour la même chose pour Geno Smith. Je pense que Geno Smith, c'est pas Peyton Manning, mais c'est pas un aussi mauvais carrière qu'il l'était l'année dernière, selon moi. Est-ce qu'Ashton Genty peut rebondir, Didier? On le souhaite du moins du côté des Raiders. Ça peut pas être pire, hein? Ça peut pas être Non? pire. C'est un peu comme les performances de la ligne à l'attaque. Parce que, écoute, c'était fou, là. Il y avait des fois, il recevait le ballon immédiatement, il y avait un joueur qui le frappait. Ou des fois, il y avait deux joueurs de la défense adverse qui étaient dans le champ arrière. Donc, c'était vraiment pas évident pour Ashton Genty. Moi, je pense que ça va aller mieux cette année. Peut-être que les attentes étaient trop élevées envers Genty. Tu sais, Mhm. possiblement, ça, encore une fois, il y a le temps qui va nous le dire, mais je crois que peut-être qu'on s'est emporté avec les performances qu'il avait eues à Boise State, alors qu'il ne jouait pas nécessairement contre un niveau de compétition qui était élevé. J'ai l'impression qu'on s'est emporté un peu parce que, encore une fois, lors des matchs préparatoires qui étaient présentés hier, j'ai vu à l'œuvre Jamar Love. Tu sais, Ah oui, moi aussi. ouais, tu l'as vu aussi. Tu La, sais, la juste la manette de façon dont Madden, il là, il y bouge. avait beaucoup de boutons B, là, des tourniquets, puis il sautait Ouais, par-dessus des gars. ouais, ouais, c'est ça, tous les boutons. Encore, il Oui. utilisait tous les boutons. Mais en termes de talent, je pense qu'immédiatement, tu vois qu'il est plus talentueux qu'Ashton Genty. Il est plus grand, il est plus gros. Donc, tu sais, il y a ça aussi. Puis c'est rien contre Genty. Là. Je ne dis pas que ça va être un mauvais porteur de ballon. Mais je pense qu'on s'est emporté. Là. Il y avait même des gens qui disaient de lui que c'était un talent générationnel. Non, non, je crois pas. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ça, c'est une autre façon afin de protéger Mendoza ou même d'épauler Kirk Cousins. Peu importe qui sera le carrière partant pour commencer la saison, ça serait bien sûr de s'appuyer sur le jeu au sol. Puis ce que j'aime, du côté des Raiders, on a repêché un autre porteur de ballon, Mike Washington, ancien demi à l'attaque de l'Université d'Arkansas, c'est un choix de quatrième ronde, Marc-André. Donc, si on veut vraiment utiliser le jeu au sol pour protéger nos carrières, pour donner un coup de pouce à notre ligne à l'attaque, ben, on n'a pas juste un porteur de ballon, on en a deux. Tu sais, Washington, en plus, il a un physique différent à celui de Genty. Il est plus gros, 6 pieds 2, près de 230 livres.
Il a reçu une longue course lors du match préparatoire Ouais, là, des plus de Raiders, 50 lors de leur verges. premier match préparatoire. Ben, c'est ça, tu sais, donc il est en mesure de créer un jeu explosif. Encore une fois, c'est un match préparatoire. Je suis conscient de ça, mais c'est un porteur de ballon qui a du talent. Alors, jumelé avec Genty, ben, et dû au fait qu'on n'a pas un grand groupe de receveurs du côté des Raiders, c'est notre meilleur receveur de passe, c'est de loin notre ailier rapproché, le sensationnel Brock Bowers. Mais ça, c'est une raison plus pour s'appuyer sur le jeu au sol, selon moi, du côté des Raiders. Et Clint Kubiak est reconnu, mais en tout cas, de son temps à Seattle, le plus récent, pour utiliser justement deux porteurs de ballon. On se souvient, le duo Walker-Charbonnet, on utilisait quand Mhm. même deux porteurs de ballon. Charbonnet un peu à la Mike Washington, là, justement un peu plus costaud, un peu plus imposant. Je serais peut-être pas surpris de le voir Mike Washington parfois à la porte des buts ou en situation de court gain. Ça pourrait être intéressant. Tu as parlé des receveurs de passe, Didier, c'est ça qui m'inquiète. À part Brock Bowers, qui sera le receveur, disons, éloigné numéro un? On a signé Jalen Naylor dans l'entre-saison, un gars qui était vraiment quatrième dans la ou troisième dans la hiérarchie, même au trois ou quatrième, si on inclut l'allié rapproché, peut-être Hawkinson avec les Vikings du Minnesota. On a toujours Trey Tucker, écoute, notre Jack Bech, on a des Dante Thornton, des gars qu'on a repêchés l'année précédente en 2025. Mais c'est mince, là, la position de receveur de passe. Il va falloir que quelqu'un là, prenne les bouchées doubles ou se mettre en évidence ou émerge de ce groupe de receveurs-là. Ouais, c'est au groupe d'entraîneurs de développer ces receveurs-là. Tu sais, toi, il y a un an, Thornton faisait sensation. Là. Tu sais, on en parlait Mhm. comme peut-être un sleeper potentiel en termes de fantasy. Puis là, bon, les Raiders ont été les Raiders. Tu sais, c'est pour ça que je dis tout le temps, il faut prendre un peu avec un grain de sel certaines des performances qu'on voit lors des rencontres préparatoires. Mais Bech, tu sais, c'est un choix repêchage de l'année dernière. Il est talentueux. Puis je ne sais pas pourquoi l'année dernière, il n'a pas obtenu beaucoup de temps de jeu. Tu sais, je ne comprenais pas ce qu'on faisait du côté de l'organisation des Raiders. Ben, faire jouer nos jeunes joueurs justement pour qu'ils gagnent de l'expérience. On n'a pas fait ça. Donc, tu sais, c'est dommage que là, Bech, son développement serait peut-être plus avancé si on lui avait donné plus de temps de jeu l'année dernière. Mais il demeure un joueur de talent. Donc, quand même, on a certains jeunes joueurs qu'on a repêchés lors des dernières années. Encore une fois, ça va être au groupe d'entraîneurs de développer ces receveurs-là. Mais il y a une carence. On n'a pas un receveur qui a le potentiel d'être un receveur numéro un. Clairement, du côté des Raiders, si on exclut bien sûr Brock Bowers, mais moi je crois vraiment Mhm. que Brock Bowers, Marc-André, il va se faire poivrer de cible cette année, peu importe si c'est Moi Cousins aussi. ou Mendoza, parce qu'il est de loin le receveur le plus talentueux des Raiders. C'est tout un joueur. Puis apparemment, il connaît tout un cas d'entraînement. Là. Il est complètement remis de la blessure à un genou qui a dérouté sa saison 2025. On revoit le Bowers qu'on avait vu il y a 2 ans lors de son année recrue. C'est comme le soleil là, dans le système solaire des Et Raiders, Brock voilà. Bowers. Ouais. Mais les planètes sont vraiment éloignées du soleil là, tellement qu'on n'a pas de receveur de passe. Jack Bech, en passant, on a investi un choix de deuxième ronde quand même là, au repêchage l'année dernière pour le Mhm. sélectionner. On pourrait peut-être voir une progression dans son cas. On a reçu une question de Mike Cadeau sur Facebook qui va nous amener à faire la transition entre l'attaque et la défense côté des Raiders. Donc, l'accrochage, Max Crosby et Kirk Cousins, révélateur d'une tension entre deux coéquipiers ou une frustration de Crosby d'avoir été échangé aux Ravens, Didier. On a vu ça passer sur les réseaux sociaux. T'en as pensé quoi? Mhm. Ben, ça arrive, des accrochages lors du camp d'entraînement. Tu sais, à tous les jours, Marc-André, tu t'entraînes contre les mêmes personnes, contre tes coéquipiers. Puis là, c'est sûr, à un moment donné, il y a des incidents qui arrivent. Puis là, tu perds patience. Puis en plus de ça, tu sais, les camps d'entraînement, c'est comme le jour de la marmotte. C'est la même journée continuellement. Les réunions, les entraînements sur le terrain. Il fait chaud en plus. Là, c'est normal que les nerfs deviennent à fleur de peau à un certain moment donné. Mais qu'est-ce que j'ai lu qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Crosby, euh, était très proche à Dirk Cousins. Tu sais, lors des Mhm. entraînements, tu n'es pas supposé toucher au carrière. Pas juste que tu n'es pas supposé toucher, tu n'es pas supposé t'approcher de lui. Là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Cousins a terminé son geste de passe et sa main a cogné sur le casque de Crosby. Alors, tu sais, comme moi, combien de fois on a vu des carrières, tu sais, subir une fracture à une main ou se casser un doigt, tu sais, lorsqu'ils terminent leur geste de passe et puis leur main cogne sur la tête d'un adversaire. Alors, c'est ça que Cousins n'a pas apprécié, puis il a dit sa façon de penser à Crosby. Crosby n'a pas aimé ça. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai aimé dans tout ça? C'est que Clint Kubiak est intervenu. Et Kubiak a dit, regardez, je vous ai dit depuis le début du camp d'entraînement, s'il y a des escarmouches, ben, vous allez être expulsés de l'entraînement. Non seulement il les a expulsés de la séance d'entraînement,
mais il les a suspendus pour un entraînement aussi. Alors, comme quoi, Clint Kubiak fait sa loi à Vegas immédiatement. Bon, des vétérans comme Crosby et Cousins, peut-être qu'eux, ils étaient juste heureux d'avoir une journée de congé, mais quand même. Alors, je pense que c'est la chose à faire de la part de Kubiak. Donc, je ne crois pas que ça c'est un lien avec la transaction avortée de Crosby durant la saison morte. C'est vraiment dû au fait qu'il était trop proche de Cousins et Cousins a cogné sa main sur son casque. Puis, tant mieux pour que Cousins d'avoir laissé, d'avoir dit sa façon de penser à Matt Crosby, qui est pourtant un joueur intimidant. Mais c'est ça, Cousins doit faire preuve de leadership. Puis de ne pas cesser pilé sur les pieds par Crosby, ben, je pense que ça a dû être apprécié par ses coéquipiers en attaque. Il y a un extrait qui circule aussi, c'était Mike McDonald, l'entraîneur-chef des Seahawks, là, avec, je pense, c'est Mike Morris, là, justement, il dit, il presse le corps arrière à plusieurs occasions, puis Mike McDonald va dire, arrête de Ouais, faire ouais. ça, mon vieux, puis il fait comme, je touche à rien, je fais rien, je fais juste mon travail, puis t'es comme, arrête, bref, oui, c'est ça. Les corps arrière, on touche pas au quart dans les camps d'entraînement. Ouais, ben Donc, écoute, on a reçu, si tu perds le carrière durant une séance d'entraînement, la saison est foutue en l'air, hein. C'est aussi simple que ça. Alors, ça, exact. c'est la règle d'or, pas juste dans la NFL, dans la Ligue canadienne, à tous les niveaux, même au niveau Pee-Wee, tu ne touches pas au carrière lors des entraînements. C'est tout aussi simple que ça. Tu t'en approches même pas. Parlons maintenant de la défense, Didier, et justement de Max Crosby. Et Dieu sait qu'il s'en est passé des choses à Las Ouais. Vegas. Durant les 4 jours où il a été échangé aux Ravens, Max Crosby, Didier, on a reçu des questions de Gonzo Will 84 sur Instagram qui nous demande Hello, croyez-vous que Max Crosby va rester un Raider ou il sera échangé? Hmm. Ça, c'est une bonne question. Tout d'abord, merci pour la question. Mais ça, c'en est une bonne. Ça va dépendre comment la saison des Raiders va se dérouler, Marc-André. Je crois vraiment. Parce qu'on l'a déjà échangé une fois. Donc, clairement, on est prêt à s'en départir. Max Crosby, au moins, tu sais, il a démontré une bonne attitude. Tu sais, il a dit, regardez, j'ai mis ça derrière moi, je suis un Raider, je suis content d'être ici. Puis c'est ça, il donne sa pleine mesure lors des entraînements depuis le début du camp. Mais à la date limite des transactions, si les Raiders n'ont pas de bonne saison, si clairement on n'a pas de chance de participer aux éliminatoires, pourquoi pas l'échanger, Marc-André? On va aller chercher des choix en repêchage. On est en pleine reconstruction du côté des Raiders. C'est ce qu'on a essayé de faire lors de la transaction avortée avec les Ravens de Baltimore. Alors, si on n'a pas un bon début de saison, lorsque la date limite des transactions va arriver, j'espère qu'on va essayer de se départir de Max Crosby parce que ça serait la chose à faire, sincèrement, je crois, du côté de l'organisation des Raiders. Le seul joueur de notre tableau de départ arrivé qu'on aurait pu mettre dans les deux colonnes. Ça, c'est fou. Quand Ouais, même, quand on y ouais. pense. Il est parti, il est Max revenu. C'est Crosby. vrai, c'est vrai. Ouais. Non, mais tout ça pour dire que moi, je pense que Max Crosby, premièrement, je pense que c'est la meilleure défense auquel il a pris part durant, mettons, disons, les dernières années, là, peut-être même sa carrière avec les Ouais. Raiders. La Je barre pense est un peu basse, hein. comme oui, mais on a quand même fait des bonnes additions du côté des Raiders, mais je pense un peu comme toi. On va voir ce que ça donne avec Crosby, Quiddipay, là, entre autres. On a revampé les secondaires, on est meilleur à cette position-là. La tertiaire aussi risque d'être meilleure. Moi, je pense un peu comme toi. On va attendre de voir comment ça se va le début de saison. Et moi aussi, je pense que, écoute, s'il y a preneur pour Max Crosby, puis on s'entend, là, on le donnera pas, ça sera pas la charité pour Max Crosby, on va le vendre à fort prix. Ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée là, de la part des Raiders. Si on parle maintenant rapidement, oui, de la défense, je viens d'en parler un petit peu. On a vraiment revampé la défense, le front défensif avec justement Quiddipay, Nakobe Dean, entre autres, Quay Walker. On a fait des belles additions, le Didier, à ce niveau-là. Ouais, j'aime l'addition de Quay Walker. Celle de Nakobe Dean, écoute, Nakobe Dean, tu connais bien, c'est un ancien des Eagles de Philadelphie. Il est petit, Nakobe Dean. Tu sais, puis des fois, les gardes, lorsqu'ils arrivent pour le bloquer, ben c'est ça, ils s'amusent à ses dépens. Oui, il est rapide, mais il est très petit, là. Alors, moi, je suis moins enthousiaste à l'arrivée de Nakobe Dean à Vegas. J'aime l'ajout de Quay Walker. Il a toujours fait des jeux lorsqu'il portait les couleurs des Packers de Green Bay. Et Quiddipay, ben, tu sais, il a été décevant avec les Colts. Ancien choix première ronde, c'est un produit Mhm. de l'Université de Michigan. Mais il n'a peut-être pas été productif comme on l'anticipait lorsqu'on l'a repêché. Mais là, au moins, il va se retrouver dans le rôle de chasseur de quart numéro 2. Il y a Max Crosby qui va se faire doubler à tous les jeux. Donc, pour Quiddipay, ben, c'est une belle opportunité, justement, là, d'être plus productif qu'il l'a été depuis le début de sa carrière. Parce qu'il ne va pas se faire doubler. C'est Crosby qui va se faire doubler. Donc, lui, il devra avoir des bonnes opportunités justement de se rendre au carrière. J'ai hâte de voir s'il sera en mesure d'en tirer profit, d'en tirer avantage. Mais la tertiaire demeure suspecte.
du côté des Mhm. Raiders. Bon, moi, on a fait des efforts pour améliorer le front, comme tu l'as dit, mais la tertiaire, elle laisse à désirer toujours, je trouve. J'ai bien hâte de voir ce que Jamal McCoy, là, qu'on a eu à rabais, disons-le, au repêchage. Plusieurs le voyaient en première ronde, si ce n'était pas des blessures. On dit qu'il n'y a aucune limitation au camp d'entraînement de sa part. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Il se remettait d'une grave Mhm. blessure. J'ai hâte de voir la tertiaire. On a ajouté également Taron Johnston. Johnson, pardon. Écoute, j'ai hâte de voir, mais moi aussi, là, la tertiaire. Écoute, on peut avoir frappé un circuit à potentiel avec Jamal McCoy, mais je pense que ça va prendre plus que ça. Ouais, mais quand c'était son genou qui l'a fait dégringoler Mhm. lors du repêchage, on ne croit pas qu'il va avoir une longue carrière en raison de l'état de son genou. Alors, mais comme tu as dit, jusqu'à présent, ça va bien, et on lui souhaite là, d'être en mesure de jouer le plus longtemps possible. Jonathan Chabot, via Facebook. Je suis fan des Raiders depuis la belle époque de Rich Gannon, John Gruden, Charles Woodson. C'est donc dire que j'ai appris à ne pas Hmm. jamais faire confiance à mon équipe favorite et que plus souvent qu'autrement, ils me déçoivent. Bon. Or, depuis l'arrivée de Tom Brady dans le groupe de propriétaires, je pense que pour une fois, les Raiders font des mouvements personnels intelligents. Embauche de Clint Kubiak, signature de Tyler Linderbaum et de Kirk Cousins. Voici ma question. Est-ce que les Raiders ont ce qu'il faut pour viser 7 ou 8 victoires cette saison? Merci pour l'excellent Mhm. travail. Merci, Jonathan. Et je vais jumeler cette question-là qui se Oui, ressemble merci, avec celle Jonathan. de Sylvain Rousseau sur Instagram qui dit Salut les gars, je vous regarde assidûment, c'est toujours très bon. Merci, Sylvain. Concernant les Raiders, j'ai bien aimé leur entre-saison. Mon niveau de confiance est le plus élevé envers la direction depuis 10 ans. Avez-vous confiance en Spytek Kubiak? Et pensez-vous qu'une fiche de 7 et 10 ou mieux est atteignable? Donc, est-ce qu'on peut viser 7 victoires? Les deux questions des amateurs, Didier, avec les Raiders cette Mhm. saison. Ouais, merci à Sylvain et merci à Jonathan pour leur question. Pour Jonathan, hein. Il est embarqué sur le bandwagon des Raiders juste quand ça commençait à piquer du nez. euh, avec Mais Rich Gannon et compagnie, Charles Woodson. Ouais. ça c'est un vrai partisan. Dans les bons, dans les mauvais moments, dans le calme Ouais. comme dans la tempête, on demeure fan. C'est quoi les Raiders? Une saison gagnante, je crois, une participation éliminatoire depuis leur participation au Super Bowl contre les Buccaneers. Ça, c'était à la suite de la saison Ouais. 2002, là. Je vais de Une mémoire. année de Il me semble Derek que c'est ça, en Carr. tout cas. Ouais, ouais, avec Derek Carr. Puis là, Derek Carr s'est cassé la jambe à la fin de la saison Hmm. régulière. Puis on parlait de lui comme un candidat potentiel au titre de joueur par excellence durant cette année-là. Bref, Jonathan a Là, beaucoup de c'est patience et l'over-under c'est qui clairement un homme loyal. on peut Ouais, c'est l'over-under deux dans ça. questions qui nous amènent au over-under, donc au total de victoires cette année pour les Raiders. Ouais, j'ai été obligé de briser le cœur à Jonathan et à Sylvain parce que l'over-under des Raiders est établi à 5 victoires et demie. C'est ce qu'on voit à l'écran. J'allais avec moins de 5 victoires et demie du côté des Raiders. Puis je sais, là, il y a un vent positif au sein de l'organisation. Puis tant mieux si on est en mesure de gagner plus de 5 matchs du côté des Raiders. Mais défensivement, j'ai encore des questions. Tu sais, on vient d'en parler. La tertiaire, les receveurs de passe du côté de l'attaque, la ligne à l'attaque semble être améliorée. Mais tu sais, je ne crois pas que du jour au lendemain, on va passer du 3 et 14 de l'année dernière à 8 ou 9 victoires. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais aller avec moins, moi, du côté des Raiders. Toi, plus ou moins, 5 victoires et demi pour Vegas. Moi, je pense, moi, je pense que si on double notre total de victoires de l'année dernière, donc 6 victoires, ça serait bon. C'est ce que je leur prédis, Ouais. sans divulgacher la fin de l'épisode avec notre classement. Donc, je vais dire plus, 5,5, donc plus que 5,5 victoires. Moi, je pense évidemment que la saison des Raiders cette année, c'est pour préparer Fernando Mendoza, c'est pour se préparer pour la saison 2027. Je pense que le bateau maintenant est parti du port, vogue dans la bonne direction. Par contre, on n'a pas encore le vent dans le dos côté des Raiders. Je pense qu'on va avoir des ajouts à faire, spécialement dans le groupe de receveurs. On en a parlé. J'ai bien hâte de voir la ligne à l'attaque. On a fait des belles additions à ce niveau-là. Je pense qu'elle n'est peut-être pas complète. Tout ça va prendre peut-être un autre repêchage. Mais je pense que justement, là, on peut peut-être penser à avoir le vent dans le dos là, en 2027, mais pour l'instant, l'eau est calme. C'est le calme plat sur l'océan. Ouais, c'est Dans les intéressant qu'est-ce que tu analogies, dis concernant. Ouais, ouais, vraiment, là, ouais, t'es en feu ce matin. Mais non, mais c'est intéressant qu'est-ce que tu dis par rapport à la saison 2027. Parce qu'on anticipe, on va voir comment la saison au niveau du football universitaire va se dérouler, mais on anticipe que ça devrait, j'ai bien, ça devrait être une bonne cuvée de carrière. Des gens qui disaient la même chose l'année dernière, moi, j'y croyais pas, puis finalement, j'ai eu raison. Mais cette année, il y a peut-être une douzaine de cas qui démontrent un potentiel.
pourraient être repêchés en première ronde. On va voir bien sûr comment leur saison va se dérouler, s'ils vont continuer à se développer. Mais disons s'il y en a 5-6 qui sont repêchés en première ronde, comme ça a été le cas il y a quelques années lorsque Bo Nix avait été repêché, notamment là, cette classe-là de carrière. Ça veut dire, Marc-André, qu'il y a des joueurs de qualité. On parle d'une bonne cuvée au repêchage, pas juste pour les carrières, mais la cuvée en général 2027 du repêchage, on note qu'elle devrait être très bonne. Donc, les Raiders, si Mendoza là, se développe, ça veut dire qu'on va avoir notre carrière. On ne sera pas obligé de repêcher un carrière. Donc, on va avoir le choix de sélectionner un des meilleurs joueurs disponibles dans tout le repêchage. Sous ces Raiders gagnent seulement 5 matchs, on devrait repêcher dans le top 10. Si c'est le cas, alors le repêchage 2027 pourrait être très critique pour les Raiders, surtout si Mendoza se développe. On ne sera pas obligé d'aller chercher un autre carrière. Puis je pense pas qu'on va le faire. Là, on vient de repêcher Mendoza. Mais on va pouvoir aller chercher un joueur de qualité à une autre position. Donc, le repêchage 2027 pour Vegas va être clé pour essayer de relancer cette concession-là. Imagine, Jeremiah Smith, ça te règle un problème à la position de Hein? receveur, hein? Ben ouais, c'est ça, exactement. Là. Just Soudainement. win, Non, non, en tout baby! cas, ouais, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Ouais, puis il y a le film sur John Madden et Al Davis Mhm, avec ton Just Win Baby mhm, là, qui va sortir là, sur Amazon. Peut-être je vais devoir jeter un coup exact, d'œil à ça. Bref, exact. avec Nicolas Cage dans le rôle Ah de oui, John Madden. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Écoute, on va parler fantasy des Raiders. On va parler d'Ashton Genty, à quel point, bon, ça a été difficile pour lui en 2025. Mais en termes de fantasy football, est-ce que tu crois qu'il sera plus productif qu'il ne l'avait été l'an dernier? on parlait de la ligne à l'attaque qui était médiocre. J'ai la preuve à l'appui, frappé derrière la ligne de mêlée, près de 60% du temps, Ashton Genty. C'est énorme, Didier. C'est tout simplement énorme. Voilà. Quand même, porteur de ballon numéro 15 en 2025, c'est pas si pire, mais c'est pas ce à quoi les propriétaires fantasy d'Ashton Genty s'attendaient. On s'attendait clairement à un top 10, assurément. C'est là qu'on l'avait repêché l'année dernière. On peut supposer que l'amélioration de la ligne à l'attaque, ça va améliorer les performances d'Ashton Genty. On n'a pas fait d'ajout également d'envergure à la position de receveur. C'est un gars, Ashton Genty, qui a des bonnes mains. Plus de 300 verges et 5 touchés par la passe. Ça a comme un peu sauvé également là, sa saison fantasy, ses gains par la voie des airs. J'ai hâte de voir ce qu'il pourra faire cette année. Comme je l'ai mentionné, il pourra être une cible de prédilection pour un gars comme Kirk Cousins là, qui va régulièrement à son dépanneur. Le porteur de ballon numéro 6 en ce moment au niveau fantasy, choix de fin de première ronde. Dans ces eaux-là, vous avez souvent le choix entre Ashton Genty, James Cook. C'est quand même un choix difficile à faire. Je pense que James Cook, c'est un choix plus sûr. C'est un choix en format standard et en format moitié PPR qu'on donne 0,5 points de plus pour un catch. Je pense que Cook est là. En PPR, je pense que Genty pourrait dépasser Cook. Mais tout va, comme on l'a mentionné depuis le début de cette chronique, de ce podcast, tout va passer par la ligne à l'attaque des Raiders, absolument. Jaden Naylor, on l'a mis sous contrat via le marché des joueurs autonomes lorsqu'il portait les couleurs des Vikings du Minnesota. Ben, il était le receveur numéro 3, numéro 4, c'était fait allusion à ça. Est-ce que tu crois qu'il peut devenir quand même un receveur fiable pour le fantasy football, étant donné, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de compétition à la position de receveur extérieur du côté de Vegas? Si j'ai un vieux 2 en papier en fin de repêchage, je vais choisir Jalen Naylor pour mettre ce vieux 2-là en papier dessus. Également, faut pas oublier, on regarde souvent les contrats. L'argent, ça en dit long aussi sur ce que les équipes pensent des joueurs. 3 ans, 35 millions de dollars, c'est pas rien pour un gars comme Jalen Naylor qui a vraiment jamais eu la chance de se faire valoir là, avec les Vikings du Minnesota. Tu en as parlé derrière Justin Jefferson, derrière Jordan Addison, derrière T. John Kitson au Minnesota. Mais par contre, 10 touchés sur 57 réceptions seulement lors des 2 dernières saisons. Il a été hautement efficace lorsqu'on a fait appel à ses services. On pense qu'il pourrait être davantage une menace verticale, libérée justement de l'emprise de ces receveurs élites-là au Minnesota. Je trouve ça intéressant, Jalen Naylor. C'est le receveur numéro 75 en ce moment. C'est un billet de loterie. Comme je l'ai mentionné, un vieux 2 avec un corps comme Kirk Cousins, c'est un corps compétent, c'est une attaque qu'on pense qu'elle va être meilleure. Avec Mendoza, on a vu ce qu'il peut faire aussi. Je trouve que l'idée de mettre Jalen Naylor puis de voir ce qui arrive avec les Raiders en début de saison est pas une mauvaise idée. Et maintenant, Brock Bowers, il est en santé. On en a parlé tout à l'heure. Il connaît tout un camp d'entraînement. Alors, est-ce que ça, ben, ça va se transporter à la saison régulière? Puis on va revoir Bowers, comme il y a 2 ans, être un des ailiers rapprochés les plus productifs de toute la NFL. L'année passée, Didier,
Brock Bowers s'est blessé. Donc, blessure à un genou, carrousel de corps arrière qui lui lançait le ballon, congédiement du coordinateur offensif Chip Kelly en cours de saison. Il a quand même terminé comme Eh oui. ailier rapproché numéro 2 en termes de points par match au niveau fantasy. Il n'y a rien qui ne l'arrête, Brock Bowers. L'année dernière, j'ai une petite stat sur Clint Kubiak. Clint Kubiak a ciblé 36 du temps Jackson Smith Njigba l'année dernière. C'est le plus haut pourcentage de cibles dans la dernière décennie. Je ne dis pas que Brock Bowers, c'est Ah JSN, ouais. mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que Clint Kubiak, il va trouver le moyen il va identifier son meilleur receveur, il va trouver le moyen de lui lancer le ballon à outrance. Et je pense qu'on n'a rien autour de Brock Bowers. Je pense qu'on pourrait avoir une utilisation semblable là, de la part de Brock Bowers. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, talent plus volume égale succès fantasy. C'est de l'allié rapproché numéro 1 en ce moment. C'est un choix de fin de deuxième ronde. Et si écoutez, vous arrivez en fin de deuxième ronde, début de troisième ronde, vous ne voyez pas de receveur intéressant, vous trouvez que les receveurs qui sont encore là, que les porteurs de ballon ne sont pas trop intéressants, mettre la main sur un Brock Bowers, là, ça peut vous mener loin au niveau fantasy cette année. Ah ben voilà, écoute, ça conclut notre portion portant sur les Raiders de Las Vegas. On va se tourner maintenant vers les Chiefs de Kansas City, probablement la plus grosse déception de la saison 2025 Mm. dans toute la NFL. Tu en as parlé tout à l'heure. On a terminé la saison avec un dossier de 6 victoires et 11 défaites. En plus de ça, Patrick Mahomes s'est blessé. Il n'a pas été en mesure de terminer la saison. On verra s'il sera capable de commencer la saison régulière, lui qui a subi une blessure à un genou. On est allé de plusieurs changements là, au sein de la formation de Kansas City, Marc-André, après avoir raté les éliminatoires. Exactement. 2024, on s'en souvient, il y a 2 ans, fiche de 12-0 lors des matchs décidés par un touché au moins. En 2025, Hmm. Didier, c'était 1-9. C'est là que ça a fait mal. Et on a une Ouais. fiche de 0-8 contre des équipes qui étaient en éliminatoire l'année dernière. Et si on regarde les départs et les arrivées du côté des Chiefs de Kansas City, bon, les départs, on a revampé notre tertiaire. On a laissé partir Trent McDuffie, entre autres, et Jalen Watson, qui sont partis les deux pour les Rams. Jawan Taylor est parti. Brian Cook également. Donc, on parlait de tertiaire, parti pour les Bengals de Cincinnati. Adrien Pacheco à l'attaque est parti pour Détroit. Et au niveau des arrivées, la plus grosse arrivée, évidemment, c'est Kenneth Walker du côté des Seahawks. Évidemment, on a repêché Mansour Delane, là, de qui on dit beaucoup de bien via le repêchage. Peter Woods également, le plaqueur. Donc, on a vraiment on s'est rajeuni en défense, Didier. Mais as-tu quelque chose à rajouter? Est-ce qu'on s'est rajeuni en défense? Est-ce que c'est de bonne augure? Est-ce que tu penses que les Chiefs vont, euh, vont pouvoir redresser la barque assez rapidement? Ouais, bon, c'est définitivement rajeuni du côté de la défense. Mais ça, c'est la philosophie de Kansas City. Puis, il y a des gens qui se disaient ben, pourquoi on n'a pas gardé Trent McDuffie? Mais c'est ce qu'on fait. Il y a quelques années, on avait laissé partir le Jarvis Sneed via le marché des joueurs autonomes. Puis là, il est de retour à Kansas City. Mais on a confiance en Steve Spagnuolo, notre collaborateur en défense, d'être en mesure de développer les demi-défensifs. Il le fait très bien depuis le début de sa carrière. Alors, c'est la raison pour laquelle on se sentait à l'aise de laisser McDuffie quitter via le marché des joueurs autonomes et, ben, c'est ça, d'utiliser nos ressources financières au niveau du plafond salarial afin de rémunérer d'autres joueurs. Mais j'ai hâte de voir ça. Si on va gagner encore une fois notre pari en utilisant cette formule du côté de la défense de Kansas City. Parce que lorsque je regarde ça, tu sais, bon, tu as parlé de l'arrivée de Kenneth Walker, OK, c'est bien beau, on a repêché des jeunes. Est-ce qu'on est réellement amélioré du côté des Chiefs comparativement à l'année dernière? Moi, c'est ça que je me demande du côté des Chiefs, en particulier au niveau de l'attaque. Marc-André, j'ai trouvé cette statistique-là qui, en tout cas, j'ai trouvé percutant. C'est que si tu regardes les points marqués uniquement par l'attaque des Chiefs, je ne parle pas des touchés défensifs, touchés unités spéciales, mais lors des 3 dernières saisons, l'attaque des Chiefs marque en moyenne 22 points par rencontre, André. 22 points par rencontre seulement. Alors, lorsque je te disais tout à l'heure que l'époque de la grosse machine rouge, là, lorsqu'on avait une attaque puissante là, avec Tyreek Hill et compagnie, Travis Kelce lorsqu'il était au sommet de son art, ben, c'est ça. Ça appartient au passé, tout ça. Les Chiefs ne sont plus redoutables en attaque. Je ne sais pas. Je ne crois pas que c'est ce que ça va revenir nécessairement cette année là, non plus. 22e pour les points par match l'année dernière et 21e pour les verges par match. En fait, en 2025, Didier, on a 4 jeux de 20 verges ou plus qui ont résulté en un touché. C'est le plus Imagine, bas hein? total dans la NFL l'année dernière. On s'entend, tu as parlé de Tyreek Hill.
Tu as parlé de l'époque là, des marchands de vitesse. C'est ça, ça en dit Mhm. long. On a reçu des questions. Évidemment, il y a l'arrivée d'Eric Bieniemy. On va y revenir parce qu'on a une question tout d'abord de Philippe Morin via Facebook sur les Chiefs, mais surtout sur Patrick Mahomes, qui est le sujet de conversation au camp des Chiefs. Donc, bonjour messieurs. Selon vous, est-ce que nous assistons à une chute des Chiefs de Kansas City et un changement de pouvoir dans la section ou bien un accident de parcours l'an passé et les Chiefs sont toujours l'équipe à battre de la section? Encore une fois, selon vous, est-ce que la blessure de Patrick Mahomes va le ralentir au point de ne plus jamais être un quart élite dans la NFL? On dit que Patrick Mahomes, ça va très bien, sa réadaptation ne participera pas à des matchs préparatoires, mais on dit qu'il semble Mhm. complètement remis de sa blessure à un genou. Didier, est-ce que Patrick Mahomes peut être de retour au sommet? Oui, définitivement. Parce qu'on parle là, bon, de ligament croisé antérieur qui s'est déchiré. On est en 2026. Si c'était en 1986, là, j'aurais dit, ouf, j'ai peur pour la carrière de Patrick Mahomes. Avec la médecine moderne, là, on voit les joueurs revenir là, au jeu et connaître du succès après avoir subi une déchirure à ligament croisé antérieur. Alors oui, je crois qu'il va revenir dans l'élite. Peut-être pas dès cette année, par contre. Tu sais, je me souviens lorsque Brady souviens-toi, au début de la saison 2008, là, justement, le premier match de la saison des Patriots en 2008, ça avait été contre les Chiefs de Kansas City à Foxborough. Puis Bernard Parler avait frappé au niveau des jambes Brady. Il avait déchiré son ligament croisé intérieur dans un de ses genoux. C'était après la saison quasi parfaite de 2007. Puis là, ça fait en sorte que Brady a arrêté toute la saison 2008. Et lorsqu'il est revenu en 2009, ben, tu le voyais que ça le dérangeait. À chaque fois qu'il y avait des joueurs qui tombaient près de ses jambes, tu vois, Brady, il perdait sa concentration, ça le dérangeait énormément et c'est normal. Donc, ça prend un certain temps là, afin de retrouver notre confiance. Alors, peut-être que ça va être ça du côté de Patrick Mahomes, mais aucun doute qu'éventuellement, il va retrouver sa place dans l'élite de la NFL. Il est tout simplement trop talentueux, Patrick Mahomes. Puis, il devrait. Écoute, là, il va arriver dans la trentaine, là. C'est là, généralement, que les carrières ben, connaissent leur meilleure saison. Donc, non, moi j'anticipe que Mahomes sera de retour dans l'élite de la NFL. Pour répondre à la première portion de la question, ben, en fait, Philippe nous a envoyé deux questions. Est-ce que nous assistons à une chute des Chiefs? Ben oui, c'est déjà commencé. On a raté les éliminatoires l'année dernière. Je ne crois pas que c'était un accident de parcours parce que les Chiefs ont été une équipe transformée lors des dernières années. Comme je le disais, on se fiait plus sur notre attaque puissante. La force des Chiefs s'était rendue l'unité défensive à Kansas City. Lors des dernières années, on a misé sur une des meilleures défenses de la NFL. En attaque, on n'a plus grand-chose. Mahomes, Travis Kelce, bon, il a ralenti, il est rendu âgé. Position de receveur extérieur, on n'a vraiment pas grand-chose. Xavier Worthy est un flop tant qu'à moi. On n'avait pas d'attaque au sol. Combien de fois l'année dernière, même il y a 2 ans, c'est Patrick Mahomes qui a été le meneur au sol. Donc oui, on assistait à la chute des Chiefs. Là, on essaie de rebâtir tout ça du côté de Kansas City. On a commencé par la défense. Moi, j'anticipe que l'année prochaine, ben justement, on va mettre l'accent sur l'attaque au niveau du repêchage. Là, je sais que je suis rendu loin. Mais oui, hein, les Chiefs, on assiste à la chute des Chiefs, de la dynastie des Chiefs, si on peut dire, mais on mise toujours sur Patrick Mahomes. C'est une question de rebâtir l'équipe autour de lui, comme les Patriots ont si bien fait autour de Tom Brady. Tu sais, souviens-toi, tu sais, là, je viens de parler de l'époque lorsque Brady jouait avec Mahomes, avec Randy Moss, avec Wes Walker. Mais là, éventuellement, ces joueurs-là sont partis. Là, Gronk est arrivé. Julian Edelman est arrivé. Tu sais, les visages, tu sais, l'environnement de Tom Brady a changé là, durant ses 20 ans aux Patriots. Il n'y avait pas la même ligne à attaque, mais il n'y pas sur les mêmes joueurs en défense, sur les mêmes receveurs de passe. Alors, c'est normal tout ça. On assiste justement à ça du côté de Kansas City. La question, ça va être justement de bien repêcher et de bien entourer Patrick Mahomes parce qu'on mise toujours sur un des meilleures carrières de la NFL. Je pense qu'il y a une question de personnel aussi avec les années. Le personnel a changé, mais je pense que les attaques de McNaghy ça m'a laissé un peu sur mon appétit. C'est pour ça que j'ai un peu peur des Giants aussi, parenthèse. Mais Ouais. on a reçu une Mais question d'Eric Nagy, Bieniemy. oublie pas, tu sais, Nagy, qu'est-ce qu'il faisait? C'était seconder Andy Reid. C'est sûr que l'attaque était plus performante lorsque Eric Bieniemy était là. Puis tu as raison là, d'avoir peur pour les Giants. Moi, je suis terrifié pour les Giants. J'ai aucune confiance en Matt Nagy. Mais également le manque de talent. Marc-André, tu sais, en position de receveur extérieur, là, on n'a pas beaucoup de choses. Tu sais, qui est le receveur numéro un réellement? Tu sais, pendant longtemps, ça avait été Travis Kelce. En plus de ça, on avait Tyreek Hill. Le Kelce, il est vieillissant, il est en fin de carrière. C'est fort probablement sa dernière saison.
Position de receveur extérieur, on n'a pas grand-chose à part qu'il y a une recrue qui fait sensation, on va en parler tout à l'heure. Mais lors des dernières années, c'était pas fort la position de receveur éloigné du côté des Chiefs. Donc ça aussi, c'est un facteur au niveau du ralentissement de l'attaque de Kansas City. On a Rashee Rice. S'il est sur le terrain et s'il est en santé, ça devrait bien aller. C'est souvent un problème, Pas par fiable, exemple, dans Richie son cas. Rice. Ouais. Exact. On a reçu une question de Caulfield 2023. Oui, vas-y, qui résume un peu ce qui se passe à Kansas City. Salut les boys, croyez-vous que le retour d'Eric Bieniemy et l'arrivée de Walker équilibrera l'attaque des Chiefs et permettra à Patrick Mahomes de devenir dominant en étant moins sollicité? Ça, c'est un bon point. Aussi, que pensez-vous de Sirius Allen? Voilà, choix de 5e ronde cette année qui surprend au camp, feu de paille ou réel impact à venir. Merci et bon podcast. Eric Bieniemy, Didier, faut mentionner qu'avec les Chiefs, ça y allait par là, comme on dit dans le temps avec les Chiefs. Euh, Lorsqu'il était le coordinateur à l'attaque des Chiefs, donc il y a eu 5 années où il était le coordinateur à l'attaque des Chiefs, jamais son attaque a terminé hors du top 6 pour les verges et les points par match dans la NFL en une saison. Et 2 fois, les Chiefs ont marqué le plus de points et 3 fois, les Chiefs ont obtenu le plus de verges. Tu vas me dire, on n'a pas un Tyreek Hill encore là, mais quand même, l'attaque de Eric Bieniemy, ça fonctionne avec Patrick Mahomes. Ça fonctionnait du moins. Moi, j'ai hâte de voir. Là, et ça nous amène à parler de Kenneth Walker, Didier. Je pense que c'était un besoin criant de se trouver un porteur de ballon. On le sait, les porteurs de ballon, la position de porteur de ballon l'année dernière, les Chiefs, c'était difficile. Aucun jeu explosif avec le duo Kareem Hunt et, euh, et Clyde Edwards-Helaire. Non, c'était l'autre m'échappe. Ah, Isaiah Pacheco, J'oublie oui, c'est qui, ouais. excuse. Ah oui, Avec oui, ben Isaiah oui. Pacheco Pacheco. et Kareem Hunt. J'ai hâte de voir ce que Kenneth Walker peut faire. C'est un gars aussi qu'on peut utiliser justement comme écran ou dans les jeux de passe-piège. Moi, je pense là, qu'il va apporter grandement à cette attaque-là. Ouais, pour en revenir à Bien-Aimé, on dit qu'il est très exigeant. Tu sais, il est très demandant, puis c'est quelque chose qui manquait à l'attaque des Chiefs, la présence d'Eric Bien-Aimé. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va s'appuyer sur Walker et le jeu au sol. Du moins, on va essayer de le faire du côté de Kansas City. Mhm. Surtout, encore une fois, lorsque tu regardes le personnel à la position de receveur de passe. Et aussi, ben, tu mises sur un carrière qui va revenir d'une grave blessure à un genou. Une ligne à l'attaque qui est quand même toujours suspecte, là. Alors, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on va s'appuyer sur Walker. On ne lui a pas donné cet argent-là via le marché des joueurs autonomes pour rien. Mais est-ce que Kenneth Walker peut rester en santé, Marc-André? L'année dernière, oui, il est Ouais. resté en santé, mais comme tu disais tout à l'heure, il partageait le champ arrière avec Zach Charbonnet. Puis moi, je crois que c'est sincèrement une des raisons pour laquelle il a été en santé pendant toute la saison 2025, parce que si tu retournes en arrière, depuis le début de sa carrière, il a régulièrement raté des matchs en raison de blessures. Oui, il commençait les rencontres, il ne les terminait pas lorsqu'on l'utilisait réellement comme un porteur de ballon numéro 1, lorsque Charbonnet avait un rôle plus effacé. Alors moi, c'est ça que j'ai hâte de voir là, du côté de Kenneth Walker. Parce que oui, on avait un besoin criant, tu l'as bien dit, mais est-ce que Walker peut rester en santé? Puis s'il se blesse, ben là, on se retrouve dans la même situation que l'année dernière, de cette façon. Et si on regarde maintenant, je parlais des courses explosives des Chiefs, 30e l'année dernière dans la NFL pour les courses explosives avec nos vétérans porteurs de ballon. On a reçu une question de Francis Gauthier sur Facebook. Pour les Chiefs, j'aimerais avoir votre avis à savoir à quel point, justement, le changement de coach en offensive pourrait avoir un impact sur le développement des joueurs. J'aime ce changement et j'ai l'impression que Xavier Worthy et Tyquan Thornton pourraient connaître une grande progression. Pour Rice, on verra. Merci et bravo pour le podcast. Merci à toi, Francis. Pour Rashee Rice, Didier, le problème, c'est que c'est pas vraiment un gars qu'on utilise dans les zones profondes. C'est un gars, j'ai Mhm. pas la stats avec moi, mais j'ai vu passer ça ou j'ai écouté ça à quel point, en termes de air yards, là, de verges dans les airs, Rashee Rice se classait parmi les pires le receveurs de la NFL. Donc, c'est vraiment un gars qu'on va voir souvent à la ligne de mêlée, gagner des verges après l'attraper. Moi, je pense qu'on manque un réel receveur éloigné. C'est là que Cyrus Allen peut entrer en jeu. Je pense que moi aussi, Xavier Worthy, ça fonctionne pas. Tyquan Thornton, c'est cute par moment. Mais j'ai hâte de voir, là, parce que moi aussi, je trouve le groupe de receveurs peu éloquent en ce moment. Travis Kelce peut peut-être ne commande plus la même attention qu'à la belle époque. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire Mhm. avec ce groupe de receveurs-là en attaque. Ouais, parce que Cyrus Allen, si il peut devenir le joueur qu'on anticipe, là, on parle d'un choix de 5e ronde, là, mais il fait sensation depuis le début du camp des Chiefs de Kansas City, d'après ce qu'on lit, également les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux.
Ben, ça pourrait être justement le receveur explosif dont on a grandement besoin là, du côté de l'attaque de Kansas City. Écoute, Cofield nous demande si on croit que c'est un feu de paille ou s'il va réellement avoir un impact. Ben, écoute, c'est difficile à dire parce qu'on ne l'a pas encore vu jouer, prendre part à un match. Tout ce qu'on a comme information, c'est ce qui est rapporté par les journalistes qui couvrent le camp d'entraînement de Kansas City, des vidéos qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Effectivement, il a l'air d'être bon, mais tout ça, ce sont des jeux isolés. Donc, moi, j'ai hâte de le voir en action lors des rencontres préparatoires de Kansas City. Mais si c'est vrai, qu'est-ce qui est rapporté du camp d'entraînement, ben ça serait un diamant, ça serait une belle trouvaille au niveau du repêchage du côté de Kansas City. On parle de choix de cinquième ronde et il est exactement le genre de joueur avec un gros physique qui est une menace verticale qu'on a grandement besoin du côté de l'attaque de KC. Les Chiefs ont eu la main heureuse avec un choix en provenance de l'Université de Cincinnati en 2013. Peut-être qu'en 2026, ce sera la même chose avec Hmm. Sirius Allen, ça c'est sûr. C'est Kelsey en Euh, 2013, ouais. exactement. 2013 déjà. Ça nous rajeunit pas, hein? Hmm. Ça rajeunit certainement pas Travis Kelsey, là. Ça, c'est Non. clair. La défense, maintenant, oui, on a parlé de la tertiaire qui est revampée. Évidemment, on a échangé nos deux demi-points aux Rams. En fait, ils ont signé avec les Rams, Jalen Watson, Trent McDuffie. En fait, on a échangé McDuffie. Oui, on avait échangé Oui, McDuffie, ouais. exact. Ouais, ouais. Et Brian Cook également est parti pour les Bengals. Écoute, on doit se fier à Steve Spagnuolo, je pense, Didier. Là. 3 années de suite dans le top 6 pour le plus bas total de points alloués par match. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il peut encore faire opérer la magie avec un tout nouveau groupe là, en défense? Oui, une des raisons pour laquelle, ben, c'est ça, on a échangé McDuffie. C'est une des raisons pour laquelle on avait deux choix de première ronde, hein. On a obtenu le choix de première ronde des Rams de Los Angeles. Alors, on a repêché Mansour Delane, demi-coin de LSU. Il était considéré par plusieurs comme étant possiblement le meilleur demi-coin du repêchage. Et puis, jusqu'à présent, qu'est-ce qui est rapporté du camp d'entraînement des Chiefs? Ben, il connaît tout un camp d'entraînement. C'est la même chose du jeune homme qu'on voit à l'écran, numéro 99, Peter Woods. Choix de première ronde, lui, un ancien de Clemson. Il a connu vraiment une saison 2025 décevante. Parce qu'à pareille date, l'an dernier, on parlait de Woods comme un choix potentiel là, du top 10 de tout le repêchage. Mais bon, comme ça a été, il a connu une saison à l'image des Tigers de Clemson. Il a eu une saison décevante. Mais là, apparemment, il connaît tout un camp d'entraînement, Marc-André. Alors, il Effectivement. joue aux côtés de Chris Jones au niveau de la ligne défensive. Chris Jones, lui aussi, là, il est vieillissant maintenant. Alors, je pense, on dirait pour le moment, là, c'est encore jeune, comme j'ai dit, on n'a même pas vu ces joueurs-là prendre part à des rencontres. Mais qu'est-ce qui est rapporté du camp d'entraînement? Potentiellement, on aurait frappé deux coups de circuit là, avec les sélections de Delane et Woods. Donc, moi, j'ai bien hâte de les voir en action, ces deux-là. Parce qu'il faut le dire, l'année dernière, là, ça n'a pas été facile pour presser les carrières. On a seulement obtenu 35 sacs. C'était le septième plus bas total de sacs dans la NFL. Et également, on ne commettait pas de revirement. Quatrième plus bas total de revirement en 2025. George Karlaftis devra en donner plus. Seulement 6 sacs l'année dernière. C'est son plus bas total en carrière et on le paye cher, George Karlaftis, pour qu'il livre à marchandise. Tu as parlé de Chris Jones qui est vieillissant. Écoute, si on a frappé un coup de circuit avec Peter Woods, je pense que les Chiefs pourraient présenter une bonne défense, là, qu'on a réussi à colmater les brèches. J'ai hâte de voir, moi aussi, Didier, là, de quoi on va avoir l'air en défense, mais chose certaine, c'est encourageant de voir ça, là, ce genre d'addition-là. On a reçu une question de PA Delage sur Facebook qui nous demande: Bonjour, messieurs, le Chiefs Kingdom a fissuré l'an dernier. D'après vous, est-ce qu'on en a fait assez pour colmater cette fissure? Ou est-ce que c'était le début de l'effondrement du château? On est dans les champs lexicales de château Ouais, et château fort du côté de PA. château de Merci cartes, PA là. pour ta question. Ouais. Exact. Est-ce qu'ils en ont fait assez pour colmater les brèches, Didier? Ce qu'ils en ont fait, c'est comme j'ai dit, tu sais, on va avoir besoin d'une injection de talent du côté de l'attaque. OK, oui, on a mis ce contrat à Kenneth Walker, mais je parle principalement des receveurs de passe. Puis on va devoir trouver un ailier rapproché également un jour pour remplacer Travis Kelsey. Donc, je crois qu'on a amorcé la reconstruction des Chiefs durant la saison morte, la phase 1, tiens, la phase 1 de la reconstruction des Chiefs. Puis je pense que durant la saison morte prochaine, on va assister à la phase 2. Mais je pense que c'est bien commencé, et surtout, encore une fois, si Delane et Woods jouent à la hauteur de leur talent, et qu'on a réellement là, on a réellement frappé des coups de circuit en les sélectionnant en première ronde lors du dernier repêchage, bien ça, ça serait vraiment un gros plus.
Donc, écoute, le château des Chiefs s'est effondré l'année dernière. Là, on est en train de le rebâtir, là, si on veut continuer là, dans le même thème avec le château. Là. PL Roussowski sur Facebook nous demande est-ce que ce sera une saison de trop pour Travis Swift Kelsey en termes de production sur le terrain? Hmm. Euh, Est-ce que ça serait une année de trop? Je crois pas. Non, écoute, il veut poursuivre sa carrière. Tant mieux pour lui. La seule façon que ça pourrait être une année de trop, c'est si jamais il se blesse, mais s'il demeure en santé. Comment ça peut être une année de trop pour lui, là? Il fait qu'est-ce qu'il aime, c'est de jouer au football. Alors, ma seule chose, c'est du côté des Chiefs, on va devoir trouver un dauphin, là, Travis Kelce, Mhm. éventuellement. Donc, je crois pas que ça va être une saison trop. On sait où il en est où, là, à sa carrière. C'est fort probablement sa dernière saison. Il a ralenti. Il ne sera pas le joueur dominant qu'il a déjà été. Je pense que c'est évident, là, juste de le dire. Mais je ne crois pas que c'est vraiment une année de trop. Une année de trop, c'est nous qui disons ça. Là. Les amateurs, les fans, on regarde ça pour se dire ah, ben là, il connaît une mauvaise saison, il n'aurait pas dû revenir au jeu. Mais regarde, c'est sa carrière, il peut bien faire ce qu'il veut, puis les Chiefs voulaient de lui pour une autre saison. Alors j'espère pour Kelsey que ça va bien se dérouler, sa dernière année potentielle dans la NFL. C'est quand même 859 verges, c'est 76 catchs, il a été ciblé 108 fois, 5 touchés. Pas une mauvaise saison pour un allié rapproché, là. En général, c'est sûr que Travis Kelce, on a tellement vécu de haut qui était incroyable que ça, Et on voilà. trouve que c'est très ordinaire. Mais moi, je pense qu'il y a aussi le fait que l'attaque, en général, ça fonctionnait pas l'année dernière. Est-ce que Eric Bieniemy peut changer la donne? Peut-être. Moi, je pense que la production sur le terrain va être à tout le moins semblable, peut-être même plus élevée si l'attaque de bien-aimé est mieux. Je pense que Travis Kelce demeure une cible de prédilection pour Patrick Mahomes dans la zone payante également. J'ai hâte de voir. Moi, je pense que la saison qu'il a connue l'année dernière, ça pourrait être un plancher. Et je pourrais peut-être voir une petite progression ou amélioration de la production pour Travis Kelce en 2026. Ah oui, ok, bon, t'es plus optimiste que moi, mais Ouais, on verra bien. On verra bien. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai, tu sais, il nous a habitués tellement à avoir de grosses saisons. Il était tellement productif. Puis là, comme tu l'as dit, tu sais, l'année passée, c'était pas si mauvais que ça, là, en termes de production pour un ailier rapproché. Mais quand il nous a habitués à marquer plus de 10 touchés par année, avoir plus de 1200 verges et tout. Donc, la barre est haute, les attentes sont hautes, mais je crois que c'est pas réaliste de s'attendre à ce genre de saison de sa part. Ben Marc-André, on va se tourner maintenant vers le over-under des Chiefs de Kansas City. Puis leur over-under en termes de victoire, c'est élevé, là. Plus ou moins 10 victoires et demi pour mhm. Travis Swift Kelsey. On voit son épouse justement à l'écran. Et les Chiefs de Kansas City. Je te laisse y aller en premier. Alors, plus ou moins 10 victoires et demi pour Casey. Moi, je pense qu'on va avoir une fiche positive du côté des Chiefs parce qu'on essaie de se rajeunir en défense. La défense, plusieurs observateurs pensent que ça va être l'une des meilleures de la ligue. J'ai bien hâte de voir ça. Je pense qu'on va avoir une fiche positive, mais 10,5, je trouve ça élevé. J'ai mis moins pour les Chiefs, donc faites le calcul. Si une fiche positive est moins de 10,5, c'est soit 9 ou 10 victoires. Je ne veux pas gâcher le punch pour la fin de l'épisode, mais je pense qu'on va retrouver un certain statut du côté des Chiefs. On a montré qu'on était humain l'année dernière. Je pense on ne redeviendra pas des surhommes, mais je pense qu'on va montrer un meilleur visage qu'en 2025, ça c'est sûr. Ah, je vais pour moins, moi aussi. J'y vais pour moins, parce qu'on va être très jeune, là, défensivement. Peut-être que ça va prendre un certain temps, une certaine période d'adaptation pour ces jeunes-là. On verra. Mais il y a un manque de talent à la position de receveur éloigné. On va voir ce qu'Allen va faire une fois que la saison régulière va commencer. Parce que des fois, il y a des jeunes joueurs qui font sensation durant le camp d'entraînement. La saison régulière commence, là, oups, là, il disparaît. Ça. C'est le jeu est beaucoup plus rapide et tout. Puis c'est plus difficile. Alors, pour moi aussi, Marc-André, j'y vais avec moins de 10 victoires et demi pour les Chiefs de Kansas City en 2026. Maintenant, en termes de fantasy football, là, à quoi on peut s'attendre de la part des Chiefs de Kansas City? On va commencer avec Patrick Mahomes. Tout d'abord, on ne sait pas encore s'il sera en mesure de commencer la saison régulière, bien qu'il est présent au camp d'entraînement depuis la première journée. Mon petit doigt m'a dit que oui. Je sais pas toi, Didier, mais je pense qu'il va être là lors du premier match de la saison régulière. Faut pas oublier l'année dernière, Patrick Mahomes, quart numéro 1 lors des 8 premières semaines en 2025. C'était grâce là, beaucoup à ses 280 verges au sol et 4 touchés. Par contre, il a mentionné cette année que justement, il va courir moins.
Et là, on l'a vu l'année dernière, là, peut-être courir après sa vie, y aller de jeu improvisé au sol. Il a dit lui-même que c'est pas le mandat qu'il va avoir cette année. Moi, je pense que Kenneth Walker, on n'a pas signé pour rien. Ça, c'est une autre facette aussi. On va revoir plus de jeux au sol, un meilleur jeu au sol avec Kenneth Walker. Je pense que Patrick Mahomes, on pourrait avoir une régression à ce niveau-là fantasy. Faut pas oublier qu'il a atteint le plateau des 4000 verges seulement une seule fois lors des 4 dernières saisons, Patrick Mahomes. Et si on retire justement son impact au sol, il pourrait être un quart qui pourrait vous décevoir là, si vous repêchez Patrick Mahomes dans le top 10 de vos drafts fantasy. J'en ai parlé, donc, l'impact de Kenneth Walker. Il est le quart numéro 13, Patrick Mahomes, en ce moment, choix de 9e ronde. Quart numéro 13, c'est honnête pour Patrick Mahomes. Je pense que ça va être plutôt un quart que vous allez pouvoir embaucher sur votre fil de joueur autonome dans la plupart des pools pour je sais bien que c'est un nom, Patrick Mahomes. Peut-être qu'il va se retrouver sur un banc, mais c'est un gars qu'on va pouvoir streamer en bon québécois, qu'on va pouvoir insérer selon l'affrontement, plus qu'être un quart là, élite au niveau fantasy. Maintenant, Kenneth Walker, on anticipe qu'on devrait s'appuyer sur lui justement afin d'épargner à Patrick Mahomes. Si Mahomes est en mesure de commencer la saison régulière, parce que j'ai vu des vidéos de Mahomes à l'entraînement au début du camp, tu voyais là, que son genou, bon, il porte une orthèse, mais tu voyais de la façon dont il bougeait, il n'était pas nécessairement complètement confortable. Bref, on va voir. Mais ça pour dire, on a mis Kenneth Walker sous contrat à gros prix via le marché des joueurs autonomes. Alors, derrière la ligne à attaque de Kansas City dans un nouvel environnement, est-ce que Walker sera productif pour le fantasy football? On en a parlé hein, tantôt, le duo Pacheco-Hunt, duo avec le moins de courses explosives dans la NFL l'année dernière. À revanche, Kenneth Walker, 8% de ses courses étaient pour 15 verges et plus. C'est le quatrième pour plus haut ratio dans la NFL. Donc, on y voit contradiction ici. Je pense que ça va améliorer grandement le jeu au sol des Chiefs et ses statistiques offensives. 17 matchs avec plus de 60% des jeux l'année dernière. 17,5 points fantasy par match. Donc, quand il est utilisé à outrance, il est performant. Kenneth Walker. On a parlé des passes-pièges. Je pense que c'est un jeu chouchou, c'est un schéma chouchou là, de la part d'Andy Reid, des petites passes-pièges comme ça. Oui, c'est vrai. Donner le ballon au porteur de ballon et créer de l'espace. Je pense que Kenneth Walker peut avoir du succès. C'est un porteur de ballon numéro 14. C'est un choix de 3e ronde. Il m'emballe en ce moment, Kenneth Walker. Je sais qu'il a été souvent blessé durant sa carrière, mais je pense qu'il va avoir tout le volume nécessaire pour réussir. Derrière lui, Emery DeMarcado, qui a été pas mauvais, disons-le, avec les Cardinals de l'Arizona dans le passé. Et évidemment, la recrue Emmett Johnson, qu'on a repêché en 4e ou 5e ronde, si ma mémoire est bonne, à l'Université du Nebraska. Donc, oui, Kenneth Walker, j'aime vraiment la perspective là, à l'aube de la saison 2026. Maintenant, Travis Kelsey, on vient d'en parler. T'anticipes quoi pour Kelsey en termes de fantasy? Là? Il a quand même été ciblé, vous allez voir là, pour la question, je me souviens pas qui posait la question sur Travis Kelsey tout à l'heure, PL Roussowski, vous allez voir, les chiffres ne mentent pas. Et Travis Kelsey ciblé 21% du temps sur ses tracés l'année dernière, c'était 8e à la Hmm. position, donc top 10. Il a terminé comme il est rapproché numéro 3 au niveau fantasy. Donc, c'est quand même pas une production qu'on est habitué de voir de Travis Kelsey, mais c'est une production qui a été quand même efficace pour la position au niveau fantasy. Moyenne de 827 verges et 4 touchés seulement lors des 4 dernières saisons. C'est évidemment loin de ses moyennes à l'apogée de sa carrière. Il n'y a pas eu d'ajout significatif au poste de receveur. Attendons de voir ce qui va arriver avec Sirius Allen, si on va le voir vraiment grimper rapidement les échelons. Pour l'instant, elle est rapprochée numéro 14, choix de 10e ronde. Écoutez, ça va passer. Ça va être un billet de loterie en fin de repêchage. Euh, Parfois, on préfère peut-être essayer de voir les ailiers rapprochés qui ont plus de potentiel que Travis Kelsey, quitte à mettre Travis Kelsey par la suite ou sur votre banc ou aller le chercher un peu plus tard en cours de saison. Peut-être un gars comme Isaiah Likely, par exemple, qui a un certain meilleur potentiel. Peut-être un gars comme Chico Okonkwo, qui a un meilleur potentiel en 2026. Mais Travis Kelsey demeure à avoir un plafond. Il y a quand même un plafond intéressant, un plancher, pardon, intéressant. Donc, en fin de repêchage, ça pourrait être une option intéressante. 36 ans, Travis Kelsey. Il va avoir 37 ans au début du mois d'octobre. Ouais, ça approche la quarantaine, là, rien de moins. Monsieur Kelsey, en Mhm. tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de production pour lui. Et tout à l'heure, je disais que Cyrus Allen était imposant physiquement, quand même juste 5 pieds 11, 180 livres. Alors, j'en ai mis un peu dans le cas d'Allen, mais oui, il est rapide et explosif toutefois. Alors ça n'était pas
une erreur. Ben écoute, on a fait le tour du côté des Chiefs. Mon Dieu, on avait plusieurs questions. Hein. Les gens s'inquiètent du Mhm. côté de Kansas City. Maintenant, on va se tourner vers les Chargers de Los Angeles qui ont terminé au deuxième rang de la division ouest de l'américaine l'année dernière. Et puis, bon, on a participé aux éliminatoires finalement du côté des Chargers. Mais encore une fois, on n'a pas gagné le match éliminatoire. On va pouvoir en parler tout à l'heure. Mais il y a eu des changements au niveau de la formation au cours de la saison bas. Exactement. Si on regarde les départs, tout d'abord, Odafe Howe qui a signé un énorme contrat avec les Commanders de Washington. Ouais. Zion Johnson le garde avec les Browns également. Benjamin Saint-Just, notre Québécois, qui a signé avec les Packers de Green Bay. Mekhi Becton, Will Disley, les rapprocher. Et du côté des arrivées, Tyler, je ne sais pas comment, Biadasz, Didier, aide-moi, je voulais faire la recherche, puis je ne l'ai pas fait. Tyler Biadasz? Biadasz? Ouais, je veux Biadasz? dire. Ouais, Hey, le centre qui est écoute, parti à Washington. Là. exactement. David Njoku, qu'on a amené les Browns également. Alex Ingold également, le centre arrière. Keaton Mitchell, le dynamique porteur de ballon, qui était derrière Mhm. Derrick Henry avec les Ravens. Dalvin Tomlinson également en défense. Donc, on a quand même des belles additions du côté des Chargers. Évidemment, si on parle de l'attaque, il faut parler de l'arrivée de Mike McDaniel, Didier. C'est la grosse histoire du côté des Chargers à Los Angeles. Tu as parlé du parcours éliminatoire des Chargers. On a marqué 15 points au total lors de nos 2 derniers matchs éliminatoires. Ça a sonné le glas de Greg Roman, qui a été remplacé par Mike McDaniel, Didier, l'année dernière. Du côté des Chargers, écoute ça, on a été 12e pour les verges par match. Ça, c'est quand même intéressant. 20e pour les points marqués. Ça, c'est Hmm. bizarre. 12e pour les verges, mais 20e pour les points. Donc, il y avait quelque chose qui clochait en attaque. On a congédié Greg Roman pour amener Mike McDaniels. Et là, écoute, l'engouement envers les Chargers est incroyable en ce Ouais, ben tout d'abord, la ligne d'attaque est en santé. Au moment où on se parle, souviens-toi, avant même le début de la saison régulière, tu sais, on a perdu Joe Hart lors du camp d'entraînement. On avait perdu un autre joueur de ligne à l'attaque. Puis ça a été un problème pendant toute la saison, la ligne à l'attaque des Chargers. Tu sais, tu viens de mentionner les statistiques du côté de l'attaque. Ben, ça a presque été un miracle, tu sais, d'être en mesure d'être productif de la sorte avec derrière, avec cette ligne à l'attaque, là, tu sais, parce que c'est un impact autant au niveau de la protection qu'au niveau du jeu au sol. Mais là, la ligne à attaque, elle est en santé, puis là, il n'y en a pas d'excuses. Il ne peut pas avoir d'excuses cette année, encore une fois, pour les Chargers et Justin Herbert. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir ça, mais tout va partir de cette ligne à attaque. On a beaucoup investi au niveau de la ligne à attaque avec des choix au repêchage. Puis l'année dernière, on a vraiment joué de malchance avec des nombreuses blessures du côté de cette unité. On a reçu des questions par rapport à l'attaque des Chargers. La première sur Justin Herbert, Benro77 sur Instagram qui demande: Salut les gars, croyez-vous que Justin Herbert va finir par gagner un match éliminatoire et s'il ne réussit pas, est-ce qu'il sera échangé? J'ai envie de la jumeler avec la question de Bolt Up Québec sur YouTube. Et comment le schéma offensif de Mike McDaniels va aider le jeu au sol? Donc, on englobe un peu tout, mais comment le schéma offensif de Mike McDaniels va aider Justin Herbert dans sa quête d'un premier gain en éliminatoire aussi, Didier? Qu'est-ce que tu penses de ça? Là? Comment ça se dessine l'attaque des Chargers? Oui, merci à Ben et à Bolt Up Québec pour leurs questions. Mais là, Ben, il va pas de main morte. Là. Est-ce qu'il va être échangé, Justin Herbert, s'il n'est pas en Non. mesure de gagner un match éliminatoire? Ouais, c'est ça. La réponse est non. Là, tu sais. Il demeure un joueur talentueux, il a un gros contrat, mais il est temps, là. Il est temps de passer à l'autre étape là, du côté des Chargers et d'Herbert. Je pense qu'on s'entend là-dessus, Marc-André, parce qu'à chaque année, c'est comme si on assiste au même film, comme si c'est une reprise. Lorsqu'on arrive en éliminatoire, puis encore une fois, tu sais, c'est pas facile. On est allé à Foxborough avec notre ligne à l'attaque amochée contre l'excellent front de la défense des Patriots. Je ne vois pas d'aucune façon comment on aurait pu gagner ce match-là. Mais là, pour Herbert, ça va prendre une victoire là, en éliminatoire. Au moins une. Là. Je ne peux pas croire que ça va se poursuivre encore une fois cette année, tu sais, ces déboires-là là, en éliminatoire. Euh, Puis pour ce qui est de l'arrivée de Mike McDaniel, moi, je pense que ça peut avoir un plus gros impact sur le jeu au sol. Et Omarion Hampton. Tu sais, Omarion Hampton, ce porteur de ballon qui est talentueux. Il est gros, il est rapide, il est robuste. Tu sais, moi, je crois que l'écart entre Hampton et Genty, je l'avais dit l'année dernière, je ne crois pas qu'il était aussi grand que ça. Mais comme Genty,
Hampton s'est retrouvé derrière une mauvaise ligne à l'attaque. En plus de ça, il a raté des matchs en raison d'une blessure à une cheville. Je me souviens bien l'année dernière. Donc, moi, je crois que la force de Mike McDaniel, on a toujours dit, c'était au niveau des jeux au sol qu'il est en mesure de dessiner. Alors, la ligne d'attaque est en santé. Hampton, un porteur de ballon de talent. Tu as parlé d'arrivée également de Keaton Mitchell. Moi, je crois réellement que c'est là où on pourrait avoir un plus gros impact de la part de McDaniel sur l'unité offensive des Chargers de Los Angeles. Il ne faut pas oublier que Jim Harbaugh, l'entraîneur-chef, lui, il aime ça courir avec le ballon. OK? Le jeu au sol, il aime ça. On a juste à passer aux attaques que les Niners avaient à l'époque avec Colin Kaepernick, avec Frank Gore. Après ça, lorsque Harbaugh est parti à l'Université de Michigan, c'était quoi la force en attaque? C'était le jeu au sol avec Blake Corum et compagnie, les autres porteurs de ballon qu'on avait. Alors moi, je crois que l'arrivée de McDaniel à Los Angeles aura un impact, mais beaucoup plus sur le jeu au sol que sur le jeu aérien. Une rumeur qui circule, ou en tout cas, il y a quelque chose qui a circulé sur les réseaux sociaux, à quel point, là, lorsqu'il est arrivé, McDaniel, avec les Chargers, il a écrit qu'il voulait absolument Keaton Mitchell. Je ne sais pas dans quelle mesure on va l'utiliser par rapport à Marion Hampton, mais ça a l'air que Keaton Mitchell là, était un joueur convoité par Mike McDaniel. Je pense que c'est un gars rapide qu'on va pouvoir utiliser sur des jeux un peu plus, des jeux dessinés spécialement pour lui, un peu gadget, comme on dit. Mais j'ai hâte de voir aussi, là, ne pas sous-estimer l'acquisition de Keaton Mitchell. C'est un gars hyper rapide aussi. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire avec ces deux porteurs de ballon-là au sol, assurément. Je suis excité, Didier, par l'attaque au sol des Chargers cette année. Oui, puis une autre raison pour être enthousiaste envers l'attaque au sol des Chargers, c'est qu'on a remodelé l'intérieur de la ligne à attaque. Tu sais, le centre et Mhm. les deux gardes, là, l'intérieur de la ligne à attaque, ce sont trois nouveaux joueurs, puis on en avait besoin. On avait des lacunes à ce niveau-là. Alors, il me semble qu'on devrait juste être amélioré là, lorsque va venir le moment de courir avec le ballon. Et également la protection pour Justin Mhm. Herbert, pour pas qu'il y ait un des joueurs dans le visage immédiatement. Donc, on a vraiment adressé les carences qu'on avait l'année dernière du côté des Chargers. Maintenant, c'est une question de voir ce que les joueurs pourront être productifs. Parce que le centre là, qui était là l'année dernière, Bradley Bozeman, selon PFF, il était classé 40 sur 40 sur les joueurs de centre. Donc, c'était le pire dans la NFL. Bon. Évidemment, on a repêché également, via le repêchage, un joueur de ligne, Jake Slaughter, un choix de deuxième tour, là, qui pourrait voir du temps de jeu rapidement, qui connaît un bon camp. J'ai hâte de voir aussi l'attaque aérienne aussi, parce que Mike McDaniel, c'est le sensei du mouvement de personnel, de mouvement de receveur avant la levée du ballon. J'ai parlé dans un podcast récent là, que ça pourrait grandement aider un gars comme Lad McConkey. Mais on a des armes là, parmi le groupe de receveurs. On a Quentin Johnson, on a Lad McConkey, on a repêché Trey Harris qu'on devrait voir peut-être plus. On parle de Brennan Thompson, un choix de quatrième ronde qui est un marchand de vitesse. C'est un peu ce qui nous manque du côté des Chargers. On a une belle équipe, on a un beau visage, on a des joueurs de talent là, parmi le groupe de receveurs. Oui, non, je vois ça comme toi du côté des Chargers. Je vois ça comme toi. En tout cas, pour moi, c'est une équipe, il me semble, qui devrait être en mesure de se qualifier pour les éliminatoires, là. Et en plus, on est au fait des tendances, là. On a ajouté Njoku, David Njoku, comme il est rapproché. On a Randy Mhm. Gadsden. Et on a également Charlie Collar qui a signé L'ancien avec des Ravens. les anciens des Ravens. Évidemment, il y a une histoire Oui. de famille là-dedans. Donc, moi, je pense qu'on va peut-être voir aussi plus de formations à trois ailiers rapprochés, ce qui est la tendance dans la NFL. Et si on parle de la défense, Didier, pas trop de changements en défense. Peut-être parler de l'arrivée de Hakim Messidor, qui a été le meneur là, pour les sacs dans le ACC l'année dernière, en 2025. Ça va être un ajout intéressant à un front défensif qui compte déjà Khalil Mack et Tui Polu Lotu, qui est terminé au Ouais. sixième rang de la NFL avec 13 sacs l'année dernière. Donc, un front défensif déjà intéressant. On ajoute Messidor, le franco-ontarien. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui sera à surveiller là, du côté des Chargers. Oui, Mésidor, qui a grandi dans la région d'Ottawa, d'origine haïtienne. Il y a également le départ de Jesse Minter, hein, qui est devenu entraîneur-chef des Ravens de Baltimore. Comme tu as dit, c'est pas mal le même personnel. Mais on avait besoin d'ajouter un chasseur de quart là, à l'opposé de Khalil Mack. Tu sais, Khalil Mack, durant la saison morte, il n'était pas certain s'il allait poursuivre sa carrière. Finalement, il a décidé de revenir, de continuer à jouer. Alors, Mésidor, lui, arrive dans vraiment un bel environnement parce que là, il va pouvoir apprendre
de Khalil Mack, qui est un leader, qui est un joueur qui est très généreux avec les jeunes joueurs. Alors ça, c'est une bonne chose pour Hakim Mesidor. Mais j'ai hâte de voir ça. Tu sais, le personnel est le même, mais le coordinateur est différent. Est-ce que cette défense-là sera aussi bonne que l'année dernière? Parce que c'était une des bonnes unités défensives de la NFL. Mais avec le départ de Jesse Minter, j'ai bien hâte de voir ça. Si la défense sera aussi performante qu'en 2025. C'est Chris O'Leary qui remplace Jesse Minter. Une saison d'expérience de la NFL, il était l'entraîneur des Marauders des Chargers en 2024. Donc, c'est un gars quand même qui connaît la musique. J'ai hâte de voir. On dit au camp d'entraînement que la défense se comporte bien en ce moment. Bref, il reste à savoir maintenant si ça va se transposer là, en saison régulière. Peut-être un mot sur Derwin James, qui est l'un des meilleurs à la position, un couteau suisse, là, comme on en voit, comme c'est la tendance également. Là. Parmi les défenses de la NFL, c'est un gars peut-être à souligner à quel point que c'est un joueur exceptionnel. Puis, parmi une défense qui devrait être, selon moi, l'une des bonnes de la NFL. Oui, définitivement. Écoute, il n'y a rien à ajouter. Là. Tu sais, Derwin James, c'est un Mm. des meilleurs maraudeurs de toute la NFL, dans le même moule que Kyle Hamilton du côté des Ravens, peut-être même plus athlétique qu'Hamilton, je dirais, mais comme ça, c'est bien dit. L'utiliser à toutes les sauces. Tu sais, on peut l'envoyer sur des blitz, le mettre dans la boîte, afin de donner un coup de main contre le jeu au sol, peut couvrir les ailiers rapprochés. Tu sais, à toutes les fois que les Chargers jouent contre les Chiefs, ben, on a toujours droit à une confrontation entre Derwin James et Travis Kelce. Donc, ouais, c'est un couteau suisse, une belle façon de le décrire, là, tu sais. Effectivement, ici, on regarde le over-under des Chargers de Los Angeles pour la prochaine saison. Il est à 10,5. C'est intéressant, Didier. Alors, plus que 10 victoires ou et demi ou moins, selon toi? Aïe, 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 hein. Les Chargers ont terminé avec un dossier de 11-6 l'année dernière. Je vais dire moins. J'ai hâte de voir là, tous les changements dont on vient de parler. Tu sais, deux nouveaux coordonnateurs, là, tu sais. C'est pas garanti que ça va bien fonctionner. Je crois que oui, dans le cas de McDaniels, en défense, j'ai hâte de voir ça. Alors, je vais y aller avec moins de 10 victoires et demie pour les Chargers. Et toi, de ton côté? Hey, beaucoup plus optimiste que toi, je veux dire plus. Didier, j'ai une question Ouais. peut-être un peu champ gauche. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré. Difficile de battre un bon steak. Un Un bon bon New York steak, strip long, d'accord. 12 onces. C'est difficile à Tu sais, battre, là. donc, des fois Médium, que tu goûtes saignant. ton, des fois que tu goûtes ton steak puis tu dis, j'aurais pris un peu plus d'épices, un peu plus de sel. Mais je pense que Mike McDaniel, là, c'est le sel sur le steak, c'est les Ah épices ouais. qui vont élever la saveur des Chargers de Los Angeles. Je pense même qu'ils pourraient terminer au premier rang de la division. Moi, je suis vraiment enthousiaste à l'idée de voir les Le Chargers paprika qui manque connaître. aux Chargers. Hmm? Exactement. Le J'ai marqué dans paprika mes qui notes, manque. McDaniels est la pincée de sel qui élève les saveurs de la Hmm. recette. OK, OK. On va garder ça en tête. On va voir, là. Tu mets beaucoup de pression sur les épaules de Mike McDonald. Donc, tu y crois, là. Tu y crois. Exact. Exactement, OK, j'y on va crois. voir qu'est-ce que ça va te donner. Bon, ben parfait. Ben justement, on va parler de fantasy football. Alors, j'imagine que tu penses que tous les joueurs en attaque des Chargers vont connaître de bonnes saisons grâce au sel et poivre de Mike McDaniel. On va commencer avec Justin Herbert. Ils n'ont pas le sel et poivre de ma barbe et de mes cheveux de plus en plus. Mais oui, Justin Herbert, top 10 l'année dernière en termes de points par match en 2025. 498 verges au sol, c'est un sommet en carrière. J'ai hâte de voir si on va courir autant avec Mike McDaniel ou si justement on va s'en remettre à nos porteurs de ballon. Ça, c'est intéressant. On a parlé de la ligne de l'attaque qui est en santé. Ça va grandement aider Justin Herbert. Le problème, la question qu'il faut se poser, c'est quel sera le volume de passe? Parce qu'on le sait, avec Greg Roman, c'était souvent petit comme volume de passe. En 2025, Mhm. l'attaque était 13e pour les verges aériennes. C'était pas si pire, mais en 2024, 28e. Et Mike McDaniels, l'année dernière, les Dolphins étaient 30e par la passe. Donc, je me questionne à savoir si le volume va être là pour Justin Herbert. C'est un quart numéro 9 en ce moment. C'est un choix de 8e ronde. C'est un choix intéressant, mais et j'aimerais, comme je le mentionne, vouloir acheter des parts là, de l'attaque des Chargers cette année, mais je pense pas que je vais acheter des parts de Justin Herbert. Je vais plutôt me tourner vers la position de porteur de ballon ou de receveur du côté des Chargers, selon moi. Ben justement, en position porteur de ballon, Marion Hampton. Bon, j'ai parlé de l'impact que l'arrivée de Mike McDaniel au sein de l'organisation des Chargers pourra avoir sur Hampton. Est-ce que tu vois ça du même œil?
Moyenne de 15,5 points fantasy par match à ses 4 premiers matchs de la saison dernière. Il était le porteur de ballon numéro 13. Donc ça, c'est intéressant entre les semaines 1 et 4. Évidemment, lui aussi, sa saison déroutée par les blessures. Et Mike McDaniel était dans le top 5 pour les verges par course et les courses explosives, l'attaque des Dolphins l'année dernière. Donc, si on transpose ça à Omari Hampton, qui, selon moi, est aussi talentueux que Devon Achane, même un peu plus imposant, ça pourrait être intéressant. C'est le porteur de ballon numéro 9 en ce moment. Omarion Hampton, c'est un choix de deuxième ronde. C'est un choix risqué parce qu'on n'a pas vraiment de précédent. Ton CV n'est pas très bien garni en termes de saison exceptionnelle ou de saison élite, mais je pense là, qu'on peut se fier à une belle progression, à une amélioration autour de lui et je pense qu'il pourrait connaître une grande saison au niveau fantasy. Et maintenant, Quentin Johnson, on n'en a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais l'année dernière, ben, il a connu une bonne saison, là, mine de rien, tout de même. Puis là, il semble peut-être avoir réglé son problème de passe échappée. Oui, non, peut-être. Bref, comment tu penses que Quentin Johnson pourra avoir un impact au niveau du fantasy football? On dirait qu'on reste avec l'image de ce fameux match. C'était quoi? C'était un lundi soir là, où il a échappé toutes sortes de ballons, mais il y a quand même Ouais. juste bien Durant 11 son année échappés. recrue, là. Ouais. Ouais, 11 échappés en 3 saisons. Regarde, 33e chez les receveurs de passe à la position. C'est quand même pas si pire que ça. Mm. C'est un gars qui est bâti pour le système de Mike McDaniel, absolument. Receveur numéro 25 en termes de points par match en 2025. C'est sûr que Quentin Johnson, je pense que c'est un gars qui va fluctuer de semaine en semaine. Ce sera pas facile de voir arriver les bons matchs et les moins bons matchs. Ça, c'est toujours un défi, un peu à la Zay Flower l'année dernière. C'est le receveur numéro 42. C'est un choix de 12e ronde. J'aime Lad McConkey à son rang, en quoi, en 5e ronde présentement. J'aime aussi Quentin Johnston. Prendre une chance avec lui en 12e ronde. Je trouve que ça coûte rien d'aller voir ce qu'il peut offrir. Et comme je l'ai mentionné, je pense que l'attaque des Chargers est vouée à de grandes choses en 2026. Et Quentin Johnson pourrait être une option intéressante. Bon, ben voilà, on a fait le tour pour les Chargers de Los Angeles, ce qui veut dire qu'il ne reste plus qu'à parler d'une seule équipe de la division Ouest de l'Américaine. Je parle de la formation qui a terminé en première position de cette section en 2025, les Broncos de Denver. Alors, Marc-André, les Broncos, en termes de départ et d'arrivée, ça a quand même été assez tranquille relativement du côté de Denver. C'est comme ça on a maintenu le statu quo d'une certaine façon du côté de Denver. Peut-être qu'on se dit, ben là, si Bonix est en santé, hein, on pourra peut-être atteindre le Super Bowl. C'est dommage hein, pour les Broncos. Comme ça, on s'est fait voler avec cette blessure à une cheville de Bonix l'année dernière en éliminatoire. Exactement, on a fait quand même peu d'ajouts, mais un ajout important, Jalen Waddle, qui est un receveur élite dans la NFL. On a Mhm. peu de départs, mais des départs importants. John Franklin Myers, ça va faire mal assurément à la défense des Broncos. L'année dernière, Didier, les Broncos fiche de 11-2 dans les matchs décidés par un touché au moins. Donc, est-ce qu'on a joué de chance un petit peu? Ça reste à voir. On a un nouveau coordinateur offensif aussi en Davis Webb qui va appeler les jeux. On dit que c'est une vedette montante, c'est l'ancien quart arrière, là de la NFL. C'est une vedette montante dans les cercles des entraîneurs. J'ai hâte de voir. Et si on parle de l'attaque pour débuter, 14e pour les points par match l'année dernière et 10e pour les verges par match. Et si on parle de l'arrivée de Jalen Waddle, Didier, Bo Nix, là, c'est un gars qui peut-être pas la meilleure précision dans les zones profondes, mais dans les zones courtes et dans les zones intermédiaires, il est efficace. Et je pense que Jalen Waddle, c'est un receveur là, qui cadre parfaitement dans les plans des Broncos cette saison. Oui, parce que Waddle, une des choses qu'il fait bien, là, ce sont les verges après la réception. Tu sais, attraper des passes sur des quick slants, sur des crossers. Puis si Bonix peut être précis, lui envoyer ça dans ses mains, et qu'il n'a pas à ralentir, ben là, après ça, Waddle peut transformer une passe de 6-7 verges en un gain de 50 verges à tout moment. Là. On l'a vu le faire depuis le début de sa carrière. C'est ça, c'est vraiment une de ses forces, les verges après la réception. Il peut être une menace verticale, mais pour que ça fonctionne, tu sais, au niveau des tracés dans les zones profondes, comme tu l'as dit, Bonix doit être plus précis. Combien de fois l'année dernière, que ce soit Cortland Sutton ou un autre receveur, se libérait dans les zones profondes, et les passes de Nix étaient souvent trop longues. Ça manquait de précision. Donc ça, c'est une des facettes de son jeu qui doit améliorer, puisqu'on va avoir des opportunités, surtout avec la présence de Waddle. Mais Waddle est le genre de receveur, justement, qui manquait au groupe de receveurs des Broncos de Denver. Maintenant, ça va être à Bonix à poursuivre son développement.
Bo Nix a le plus bas total de verges par passe tentée par une équipe qui gagne 14 matchs en une saison dans l'histoire de la NFL en ce moment. Donc, c'était pas tout rose. On dirait que c'était quand même, il y avait du maquillage là, au visage là, des Broncos, de l'attaque des Broncos. C'est sûr qu'on peut pas lui enlever Bo Nix, c'est un gars clutch, comme on dit. C'est un gars qui se lève dans les grands moments. Cette Mhm. remontée victorieuse faisait penser un peu à Caleb Williams l'année dernière. Là. Des fois, il y avait deux, trois quarts que ça allait pas du tout. Puis en fin de match, on a une remontée exceptionnelle. Et également 24 victoires à ses deux premières saisons. C'est le plus haut total pour un quart dans l'histoire de la NFL. Et je voulais parler peut-être du groupe de receveurs, là, quand même important. On a un groupe de receveurs avec énormément de profondeur. Tu as parlé de Waddle, tu as parlé également de Courtland Sutton. Et moi, je veux te parler du reste, là, parce qu'on a Pat Bryant qui connaît un camp, on dit exceptionnel du côté des Broncos. On a Marvin Ah Mims, oui. on a Troy Franklin, on a vraiment cinq, c'est quoi? C'est cinq receveurs, là. En cas de blessure, je pense que les Broncos sont quand même bien nantis à cette position-là. Oui, définitivement. Mais pour en revenir à Nix, tu sais, comme tu disais, oui, il a démontré tu sais, que lors du quatrième quart, il pouvait faire des jeux, qu'il était cloche, ramener son équipe de l'arrière. Mais très souvent, lorsqu'il fait des jeux au quatrième quart, c'est avec ses jambes. Tu sais, il se met à Mm. courir, à chercher un premier essai, à chercher un gros morceau de terrestre qui est super. Mais j'ai hâte de le voir quand est-ce qu'il va pouvoir faire ça régulièrement de la pochette en tant que passeur. Parce que c'est une des choses qui manquent toujours dans son jeu qu'on n'a pas vraiment vu depuis le début de sa carrière. Parce que plus souvent qu'autrement, lorsqu'il ramène les Broncos de l'arrière c'est en faisant des jeux avec ses jambes. Alors moi, j'ai hâte de voir ça parce que tu viens de le mentionner. C'est un très bon groupe de receveurs sur lequel on mise à Mhm. Denver. Alors là, ça va être, ben c'est ça, c'est à Sean Payton, Davis Webb et bien sûr Bo Nix de travailler ensemble afin que Knicks continue à se développer. Je ne peux pas dire nécessairement que l'année dernière, j'ai vu une grande amélioration. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'ai pas vu une grande amélioration du beau Knicks que j'ai vu en 2025 comparativement au beau Knicks qu'on avait vu lors de la deuxième moitié de saison en 2024, lors de son année recrue. J'ai Je pense que l'ajout de Jalen Waddle, c'est un ajout nécessaire pour aider Bo Nix, mais je ne sais pas à quel point Bo Nix va être meilleur avec Jalen Waddle. Je ne sais pas si c'est clair. Dans le sens que je pense qu'on vient de combler une carence. Je pense que Courtland Sutton, c'était pas un gars qu'on peut, justement, là, tu parlais des verges après l'attraper. Je pense pas que c'est un gars comme ça. Je pense que Jalen Waddle est meilleur que tous les autres receveurs qu'on avait à cet effet l'année dernière. Mais à quel point Bo Nix peut être meilleur qu'est-ce qu'il est en ce moment? Moi aussi, ça, est-ce qu'on a déjà atteint le plafond de Bonix? C'est la question que je me pose. Ouais. Non, ben, je me pose exactement la même question, Marc-André. Je trouve que c'est légitime comme question. Tu sais, dans le cas de Bonix. Donc, ça, j'ai hâte de voir. Tu sais, on a amélioré les armes qu'il a à sa disposition cette année. Donc, c'est ça, j'ai hâte de voir. Parce que, tu sais, on met sur une des meilleures défenses de la NFL. Tu n'es pas obligé de marquer 30 points par rencontre, bien sûr, du côté Mhm. de Denver afin de connaître du succès. Mais Bonix, c'est ça. Tu sais, sa saison 2025, ça m'a laissé sur mon appétit. Alors, moi, j'ai hâte de On a voir ça. l'une. S'il peut passer à l'étape suivante, est-ce qu'il a un autre niveau, Bonix? C'est ça que je ne suis pas certain. Exact. C'est la même question que je me pose parce qu'on a une ligne à l'attaque incroyable, potentiellement l'une des meilleures du circuit. Il y aura Mhm. potentiellement dans sa carrière, je ne sais pas combien de temps sa carrière va durer, mais il n'y aura pas une aussi bonne ligne à l'attaque aussi souvent que ça dans sa vie. Le duo le porteur de ballon, c'est toujours un peu un point d'interrogation en ce moment. On a re-signé J.K. Dobbins, on a R.J. Harvey. On s'est rendu compte qu'R.J. Harvey, on avait dépensé un choix haut là, pour le repêcher au repêchage. Puis on s'est rendu compte que finalement, c'est peut-être plus un porteur de ballon que de bonnes mains. On a Jonah Coleman qui fait bien également au camp d'entraînement de qui on dit beaucoup de bien. J'ai hâte de voir aussi la position de porteur de ballon. Ça pourrait aider Bonix aussi, je trouve. On a Jalil McLaughlin, qu'on ne semble oublier encore une fois. Mais avoir un porteur de ballon solide, qui nous donne de la production au sol. Ça pourrait venir aider Bonix aussi, ça pourrait lui faciliter la tâche, ça c'est sûr. Avant que Dobbins se blesse, l'attaque au sol des Broncos de Denver était dans le top 10 de la NFL. Une fois qu'il s'est blessé le restant de la saison, ben, on était parmi les 10 pires attaques au sol de toute la Mhm. ligue. Donc, c'est là l'impact de Dobbins. Mais encore une fois, Dobbins, là, il revient d'une autre blessure. Tu sais, c'est ça l'histoire de sa carrière. C'est un très bon porteur de ballon, mais constamment blessé. Il n'est plus aussi rapide qu'il l'était au début de sa carrière en raison des nombreuses blessures aux jambes qu'il a subies. C'est normal. Euh, donc, j'ai hâte de voir ça. Là, on pense que, OK, vu qu'on l'a mis sous contrat, ben, ça va régler nos problèmes avec notre jeu au sol.
Mais j'ai hâte de voir ça, parce qu'il revient d'une autre blessure. Ça va être à RJ Harvey d'en donner plus. Puis moi, j'avais mes doutes sur RJ Harvey, parce que, en raison de son cabaret, il m'avait l'air d'être un porteur de ballon, plus un porteur de ballon de troisième essai. Un porteur de ballon en qui tu peux remettre le ballon sur des passes-pièges, des jeux de la sorte, lui remettre le ballon dans de l'espace. Donc, je ne crois pas qu'Harvey a le potentiel pour être ton porteur de ballon numéro un. Donc là, jumelé avec Dobbin, c'est plus intéressant. Et encore une fois, je le répète lors de chaque épisode ou à peu près, mais généralement, la plus grande amélioration qu'on voit du côté des joueurs, c'est de leur première à leur deuxième année. Alors pour Harvey, peut-être qu'il a appris l'année dernière, puis on va avoir un joueur amélioré cette année, Mhm. mais on va en avoir besoin du côté de l'attaque de Denver. On ne sait pas si Dobbins réellement va tenir le coup. C'est s'il sera présent pendant les 17 matchs. Si on se fie à son historique, la réponse est non. Si on me dit quel est le porteur de ballon le plus explosif de l'attaque des Broncos, la réponse est facile, c'est R.J. Harvey. Par contre, comme tu dis, question de durabilité, question de... Écoute, je pense que s'il arrive quelque chose de grave à J.K. Dobbins, je pense qu'on va voir Jonah Coleman prendre le rôle de Dobbins avant de voir Harvey obtenir davantage, Hmm. être utilisé davantage. C'est ça qui m'effraie dans le cas de R.J. Harvey. Ouais, c'est possible. On va devoir garder un œil là-dessus. Parce que ça a été un problème là, pour les Broncos de Denver. Là. Les déboires qu'on avait avec notre attaque au sol en deuxième moitié de saison. C'est ça, là, c'est heureusement qu'on misait sur une des meilleures unités défensives de toute la NFL. Là. Donc, on a fait ce qu'on avait à faire afin de donner un coup de pouce à Bo Nix avec la transaction qu'a amené Jalen Waddle. Mais je ne suis pas certain que le jeu au sol va être amélioré, surtout si Dobbins finit par se blesser encore une fois. Si on parle de la défense, évidemment, on n'a quand même pas perdu grand monde, mis à part John Franklin Myers, qui va être remplacé à l'interne par Malcolm Roach. Je ne sais pas s'il y a un enfant, Malcolm Roach, mais on pourrait l'appeler Papa Roach, si c'était le cas. 2025, 68 sacs du corps. C'est un record de concession du côté des Broncos. C'est grandement dû au duo entre Nick Bonito et Zach Allen devant. Par contre, le statut de Jonathan Cooper, ça pourrait venir mettre peut-être des bâtons dans les roues de cette défense-là. Mhm. J'ai hâte de voir là, ce qui va arriver avec lui, mais cette défense-là risque d'être la meilleure ou parmi les meilleures, là, avec les Texans peut-être, les meilleurs de la NFL. Ouais, Jonathan Cooper qui a été arrêté durant la saison morte. Hein. Bon, allez lire les détails, là, c'est particulier. Là. Il aurait quoi? Pris le téléphone de sa petite amie, de son ancienne petite amie, puis il a essayé de Ah, mordre le téléphone afin de le briser. Bref, n'importe quoi. Tout ça pour dire, on va voir s'il sera suspendu éventuellement. Bon, on anticipe que cette unité défensive de Denver sera encore une fois une des meilleures de la NFL. Lors des dernières années, c'est quoi? Lors des 3 dernières années, si je ne me trompe pas, on a été parmi les meneurs au chapitre des sacs du quart. On est capable de générer de la pression sur les carrières adverses. On sait qu'on a un vrai avantage du terrain à Denver, étant donné que le stade est en altitude et que les partisans des Broncos sont parmi les partisans les plus bruyants de toute la NFL. Alors, et c'est ça, le jumelé au talent qu'il y a. Tu sais, je n'ai même pas encore mentionné le nom de Patrick Surtain, qui est le meilleur demi-coin de toute la mhm, NFL. On mise sur plusieurs chasseurs de quart. On est fort à toutes les positions, Marc-André. Quand tu regardes mhm, ça là, mhm. défensivement, je dirais qu'on est peut-être un niveau en dessous de Houston, parce que pour moi, la défense des Texans, c'est la meilleure de la NFL, jusqu'à preuve du contraire. Les Rams Mais du maintenant? côté de Denver, on a toute une unité défensive. Ouais, les Rams, potentiellement, effectivement, avec l'arrivée de Myles Garrett et la sortie de la retraite, là, on attend là, d'avoir une Ah ouais, ça s'en confirmation vient. d'Aaron Donald. Ben oui, on n'arrête pas de voir des vidéos de lui qui s'entraîne, puis mon Dieu, qu'il a l'air en forme. Donc, c'est juste une question de temps, je pense, On a avant qu'il gardé nous annonce l'avant-goût ça. pour la fin parce qu'on attend là, impatiemment que Aaron Donald revienne pour qu'on puisse en parler. Faut pas être off. Ouais, c'est ça. Je pense qu'Aaron Donald, il est bien juste continuer de s'entraîner sans participer aux entraînements et tout, là, de se faire frapper. Ben non, non, j'ai hâte de voir ça. On s'est grandement amélioré la position de demi-coin avec McDuffie, naturellement, la transaction qu'on a complétée avec les Chiefs, on en parlait tout à l'heure. Bref, tout ça pour dire, je crois que la défense des Broncos demeure solide, une des meilleures unités de la NFL. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. On a même un choix de première ronde l'année dernière, J.D. Barron, qui verra vraisemblablement. On a de la misère à le mettre sur le terrain de façon Mm. régulière. C'est pour dire à quel point qu'on est pacté en bon Québécois Ouais. en défense du côté des Broncos. On a reçu une question qui va nous mener justement
au total de victoire, au fameux over-under. Question de Elliot Félix, 92-70 sur YouTube. Croyez-vous comme moi que les Broncos sont les favoris pour sortir de l'AFC? Ça, c'est une grosse question. Ouais, donc représenter l'association américaine au Super Bowl, là, c'est ça la question là, qu'on nous demande. Mhm. Parce qu'encore une fois, si Bo Nix se blesse pas, je suis pas mal certain que les Broncos battent les Patriots, non? C'est lors du match éliminatoire, là, durant la tempête de neige. Qu'est-ce que ça pense, ça? Mais tu m'as, l'année dernière, j'ai parlé, j'ai porté ça à ton attention lors d'un podcast. Tu m'as dit, là, on peut pas. Tu me semble que tu m'as chicané dans un podcast récent, me dire, là, on peut pas faire des présomptions comme ça, non? Ah, je m'en souviens pas, honnêtement, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Tu m'as fait des Sinon, je te gros le dirais, yeux, là, tes je m'en gros souviens yeux pas. méchants. Oh, ah oui, vraiment? Ah, écoute, je m'en souviens pas, mais je vais juste soulever la question. Je vais juste soulever la question. Je dis pas que c'est un fait, que si Bonix était en uniforme, si c'était pas cassé la cheville la semaine précédente, que les Broncos auraient gagné, mais lorsqu'on regarde la performance d'attaque de Denver, on se dit, ben, ça aurait sûrement été mieux avec Bonix au poste de quart, il me semble, non? Je sais pas. Donc, ça pour dire qu'on a passé à un cheveu de représenter l'association américaine au Super Bowl l'année dernière du côté des Broncos de Denver. Donc, regarde, j'essaie de faire le tour là, du côté de l'association américaine. Je pense que Denver est une meilleure équipe que Buffalo. Écoute, les Patriots, les Patriots, on en a parlé lors de notre avant-goût de leur division. Ils seront possiblement une équipe améliorée, mais ils n'auront pas nécessairement une meilleure fiche que l'année dernière, étant donné que leur calendrier va être plus difficile. Mais quand même. Donc, les Patriots demeurent une des bonnes équipes du côté de l'américaine. Du côté du nord de l'AFC, Marc-André, je pense à les Steelers. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec les Ravens. Bon, les Bengals vont avoir une grosse attaque. Houston, je ne serais pas prêt à dire que les Broncos sont les favoris. OK? Il y a Houston, notamment. On va voir qu'est-ce qui va avec Baltimore et les Patriots. Donc, je dirais entre les Patriots, Houston et Denver. Une de ces trois équipes-là pour sortir de l'AFC, je dirais. Je ne mettrai pas les Bills dans cette catégorie-là. J'ai hâte de voir de quoi ils ont. J'ai besoin de voir de quoi ils vont avoir l'air sous Joe Brady. Donc, est-ce Moi, que je tu es vais d'accord répondre à... avec moi? Donc, Patriots, Texans et Broncos devraient être la crème de l'association américaine. Pour répondre à la question, oui, je suis d'accord avec toi que les Broncos ne sont pas les favoris pour sortir de l'AFC, mais pour répondre à la question, on va attendre juste un petit peu, Didier. On va attendre à la fin du podcast, puis on va parler plutôt du total de victoire des Broncos, qui est à 9,5. C'est quand même intéressant pour une équipe qui a gagné 14 matchs la Mhm. saison dernière. Didier, tu en penses quoi? Moi, je vais avec plus qu'un 9 victoires et demi, tu sais, pour toutes les raisons que j'ai mentionnées. On mise sur une des meilleures unités défensives de la NFL. Je crois que l'attaque, en théorie, avec l'arrivée de Waddle, devrait être meilleure que l'an dernier. Alors, si c'est le cas, jumelé à cette défense-là, je parle d'une équipe qui a gagné 12 matchs l'an dernier. On devrait être en mesure d'aller chercher plus de 9 victoires et demi, il me semble. Là. Je sais que les Chiefs sont améliorés, devraient être mieux que l'année dernière, possiblement au sein de la division, mais quand même, non. Plus de 9 victoires et demi pour moi pour les Broncos. Toi? J'ai mis plus également, mais je veux juste porter à votre attention le calendrier de première place que les Broncos vont avoir cette année. Pour amorcer la saison, les 6 premiers matchs, les voici contre les Chiefs, contre les Jaguars, contre les Rams, contre les Niners, les Chargers, les Seahawks. Pour amorcer la saison, ça pourrait être un début de calendrier déterminant pour les Broncos, selon moi. Oui, définitivement, oui. C'est pas un calendrier facile, là, mais j'ai confiance. Moi, j'ai confiance en Denver. Allons du côté du fantasy football. On va commencer avec Bonix. On en parle depuis tout à l'heure. Alors, comment tu vois ça pour lui, là, au niveau de ses propriétaires en termes de fantasy football, et puis où est-ce qu'il devrait être repêché? Mine de rien, quart numéro 8 et quart numéro 11 lors des 2 dernières saisons fantasy. Il est productif, Bonix, il tourne autour du top 10, assurément. Tu l'as mentionné tantôt, son apport au sol. 5e plus haut total de verges au sol pour un quart là, de ces 2 dernières années. C'est intéressant à ce niveau-là. Par contre, 32e pour la moyenne de verges par passe tentée lors des 2 dernières années. Il est derrière Jacoby Brissett et Mac Jones, pour donner une idée à quel point. Ça, c'est quand même peu reluisant. Par contre, on passe beaucoup le ballon. L'attaque des Broncos, on passe le ballon à outrance. Premier dans la NFL pour les passes tentées depuis 2 ans avec 1179. Le quart numéro 15 en ce moment, c'est un choix de 10e ronde. Il va être sur votre fil de joueur autonome dans la plupart des poules, selon moi. C'est un gars qu'on peut encore le jumeler
insérer selon l'affrontement. Simplement, je pense pas qu'on me l'a dit, là. On ne sait pas s'il peut passer à un niveau supérieur, Bo Nix. C'est la même chose au niveau fantasy, mais je pense que c'est un gars solide là, qu'on va pouvoir insérer. Peut-être pas lors des 6 premières semaines, parce qu'on a quand même on affronte des grosses défenses du côté des Broncos, mais par la suite, là, le ciel pourrait s'éclaircir pour lui. Et RGRV, tu anticipes quoi pour lui, là? Tu sais, comme on le disait tout à l'heure, Dobbins est de retour. Pour le moment, Dobbins est en santé. Alors, est-ce que RGRV peut réellement être une option viable en termes de fantasy? Quand même 12 touchés la saison dernière, RGRV. J'ai été épaté de voir ça quand je fouillais pour avoir de l'info. 3,7 verges par course, ça c'est moins Vraiment? intéressant. Oui, Écoute, moi, si moi aussi, on est... excuse-moi, là, je ne vais pas t'interrompre, mais 12 touchés RGRV? Ouais, Pour ouais. de vrai? Puis écoute, Wow! là, OK. tu me fais redouter, là, mais j'ai bien regardé, puis là, j'ai Non, comme, ben, ah ouais, wow. je vais regarder moi aussi. Non, non, c'est ça. Non, Attends, 7 au RGRV, sol 7, et 5 par 7 la touches au passe. sol. Ben ouais. Wow! OK. Ouais. Mes excuses, RJ. Mes excuses. 8 opportunités. Par contre, c'est là. Avec J.K. Dobbins, c'était seulement 8 opportunités par match pour RJ lorsque Dobbins était dans la formation. Ça, je Et pense. 3,7 verges par course hein, seulement pour un Oui, ouais, c'est HRV, ça que comparativement à j'ai 5 verges par mentionné. course. Ouais. Ouais, OK, OK, exact, excuse-moi. exact. Je suis en train de regarder ces Non, statistiques. Je suis comme, attends, mais là, de bizarre, il était pas si bon que ça. Ça arrive de où ces 12 touchés-là? Mais là, c'est ça au sol. Ça a été laborieux pour lui. Ben, OK, OK, j'ai fini de t'interrompre. Vas-y, go. Excuse-moi. mais c'est un excellent receveur qui a des bonnes mains. Mais oui, 8 opportunités par match selon lorsque J.K. Dobbins était dans la formation. Et je pense que J.K. Dobbins, s'il est en santé, il va être dans la formation et il va être le gars qu'on va utiliser en premier lieu. Également la présence de Jonah Coleman, de qui on dit beaucoup de bien comme porteur de ballon. Porteur numéro 26 en ce moment, choix de 6e ronde. Écoute, des fois, là, il y a des choses dans la vie. Là. Avoir à dealer avec le groupe de porteurs de ballon ou le champ arrière des Broncos, c'est souvent périlleux au Hmm. niveau fantasy. Je pense encore une fois que ça va être périlleux. RJ Harvey est repêché en ce moment avant J.K. Dobbins. Je pense que J.K. Dobbins pourrait être une meilleure option à ce niveau-là tardivement dans un draft fantasy, bien que l'écart se rétrécit entre les deux. J'ai bien hâte de voir rendu dans quoi dans 3 semaines, à savoir qui sera devant l'autre. Mais bref, c'est un champ arrière un peu nébuleux, un peu périlleux, qui ne m'inspire pas confiance tant que ça. Je l'ai mentionné, on passe le ballon. Voilà. Pour RJ Harvey, je pense que je passerai en ce moment là, comme en 6e ronde sur lui. Alors, est-ce que tu es positif pour Jalen Waddle, là, maintenant, qui va disputer sa première saison dans l'uniforme des Broncos? On a passé le ballon à outrance avec les Dolphins, avec les Broncos l'année dernière, tandis que les Dolphins, ben, c'était 30e pour les passes tentées dans la NFL. Donc, je pense qu'on risque d'avoir une augmentation de performance là, pour Jalen Waddle. Moyenne de 75 catches, 1008 verges et 5 touchés en 5 saisons à Miami. Top 15 l'année dernière dans toutes les statistiques avancées significatives, les verges par tracé, les cibles par tracé, le pourcentage de séparation, le pourcentage de premier jeu. Je pense que Jalen Waddle est un besoin que les Broncos avaient et je pense qu'on va, un peu comme à la A.J. Brown, là, on va le cibler à outrance parce qu'on veut avoir raison du côté des Broncos. Le receveur numéro 25 en ce moment, choix de 5e ronde. Je trouve qu'il est quand même une belle aubaine en ce moment, Jalen Waddle au niveau fantasy. Bon, ben d'accord, écoute, ça conclut maintenant notre survol des Broncos de Denver. Alors, avant d'y aller de notre tableau classement de prédiction en vue de la saison 2026, on a reçu deux questions. Samuel Aubé via Instagram. Quelle équipe de l'AFC West a le plus gros écart entre son potentiel sur papier et ce qu'elle risque d'accomplir cette saison? Je viens de tomber sur votre podcast. Lâchez pas. Ben, merci beaucoup, Samuel. Là, c'est là en premier, Marc-André. Quelle équipe de la section ouest de l'américaine a un plus gros écart entre son potentiel sur papier et ce qu'elle risque d'accomplir durant la saison? Je pense que c'est les Chargers parce que moi, je les vois connaître une saison Hmm. exceptionnelle, mais je pourrais faire l'argument, je pourrais avoir un argument en vous disant que peut-être que tout ça là, ne fonctionnera pas. On peut avoir des blessés comme l'année dernière, on les voyait fort, les Chargers. Ça a pris des blessures à Joe Hart et à Rashawn Slater pour que tout s'écroule. En fait, on pourrait dire ça de pas mal d'équipes, c'est mon avis. Mais ouais, ma réponse serait les Chargers. Pour moi, ce sont les Chiefs. Parce que l'over-under des Chiefs, moi, j'ai trouvé ça élevé 10,5. J'ai comme ça, cette équipe-là a beaucoup de points d'interrogation, surtout après la saison 2025 qu'elle vient de connaître. Alors, on dirait que les gens pensent qu'on va assister à la renaissance des Chiefs, du moins Las Vegas.
C'est ce que ça nous indique avec ce over-under-là. Comme j'ai dit, moi, j'ai choisi moins de 10 victoires et demie pour Kansas City. Alors, c'est ça. Et puis, on ne sait même pas si Mahomes va être prêt à commencer la saison régulière. S'il n'est pas prêt, le carrière numéro 2, c'est Justin Fields. Alors, c'est ça, là. Tu sais, les Chiefs sont plus qu'est-ce qu'ils ont été. Puis on dirait que c'est pas tout le monde qui le réalise, ou s'il y a des gens qui refusent d'y croire. Alors, moi, ça serait ça ma réponse à la question de Samuel. On a reçu une autre question, Marc-André, celle-ci de la part de ah, tu vois, d'habitude, c'est toi qui le lis, là. Ce Giasul nom-là, ce Chief partisan sur des Chiefs. Ouais, Instagram. Jasul Chief. Combien Ouais. d'équipes de l'Ouest de l'AFC iront en éliminatoire? Merci pour tout. Et je pense que ça pourrait nous mener, Didier, à notre classement. Ça va répondre à la question, à Allons-y. nos prédictions. Donc, Didier, pour toi, ta prédiction? Ben, moi, j'y vais avec les Broncos en première position. Je leur donne un dossier de 12 et 5. OK, j'ai confiance en Denver en raison de l'unité défensive. J'ai mis les Chargers en deuxième position, 10 et 7. Et les Chiefs, eh bien, voilà. 9 et 8 pour Kansas City. Et les Raiders, comme j'avais dit, moins de 5 victoires et demie pour les Raiders, selon moi. Donc, un dossier de 5 et 12 pour Las Vegas. Ah, ça pour dire combien d'équipes de la section Ouest? Ben, en fait, c'est pratiquement un copier-coller. J'ai fait du classement de l'année dernière, hein, Marc-André. C'est dans le même ordre pour les 4 équipes. Donc, encore une fois, je crois que ça va être les Broncos et les Chargers qui vont participer aux éliminatoires du côté de la division Ouest de l'américaine. Maintenant, toi, ton C'était tableau classement prédiction, ça a l'air de quoi? T'étais assez à côté de 2025 en classe, puis t'as copié sur lui. Moi, j'ai mis les Oui, c'est ça. Chargers au premier rang à 12 et 5, les Broncos à 10 et 7, les Chiefs, moi aussi, à 9 et 8 au troisième rang. Et les Raiders ferment la marche à 6 et 11. Je pense que les Raiders, ça sera un succès si on double notre total de victoires de l'année dernière. J'aime beaucoup les Chargers, j'en parle depuis le début et je suis plus optimiste que toi, bien qu'on a la même fiche envers les Chiefs. Donc, moi aussi, deux formations, potentiellement Chargers et Broncos. Mais écoute, tu me demandes de me faire une prédiction audacieuse, je serais pas surpris que les Chiefs pourraient s'incruster là, en éliminatoire. 9 et 8, 10 et 7, dans ces eaux-là. Hmm. Ouais, c'est possible, c'est possible. Et non, j'ai pas copié sur 2025, j'ai utilisé l'intelligence artificielle parce que c'est ça OK. que les étudiants font maintenant, là. Tu sais, ils font leur OK. devoir, ils donnent ça à l'intelligence artificielle, puis là, des fois, les professeurs se rendent compte que ben, c'est ça, que les étudiants ont triché, là. J'ai vu un professeur qui avait mis des questions, mais il avait mis ça de façon invisible là, sur le texte. Là, ça faisait en sorte que si tu répondais à cette question-là, c'était une question qui n'avait pas de bon sens, ben clairement, tu avais utilisé l'intelligence artificielle, tu sais, pour Wow. faire ton travail. Donc, ouais, c'est ça. Donc, pour les jeunes qui nous écoutent, faites attention. Faites attention lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle. Là. C'est pas juste de faire un copier-coller de ChatGPT, de prendre le temps de relire les réponses qui vous sont données. Mais bon, je ne dis pas que j'aurais pas aimé ça, miser sur l'intelligence artificielle quand j'étais aux études. Ça aurait fait. C'est tellement plus Et ça facile aurait avec fait. l'intelligence artificielle. Dans le temps, on faisait nos recherches sur Hmm, Encarta 97. ouais, ou encore pire. T'allais à la bibliothèque pour trouver une Ah oui. encyclopédie. Tu sais, dans le bon vieux temps, là. Mais c'est fini ce temps-là, Marc-André. C'est fini Ouais. ce temps-là. Bon, ben écoute, hey, on a fait le tour de la section ouest de l'Association américaine. Écoute, je remercie Marc-André, on remercie Guillaume également. Alors, on espère que cet épisode du podcast vous a plu. On sera de retour la semaine prochaine. On va avoir également notre épisode régulier. Comme à tous les mercredis, on parle des Alouettes et des actualités du côté de la NFL. Mais d'ici là, portez-vous bien.